bonsoir. Merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire dédié au cancer de la vessie au féminin. C'est un webinaire exclusivement dédié aux femmes atteintes de cancer de la vessie. Je tiens à remercier Johnson & Johnson qui nous soutient pour cet événement. Et je remercie également les professionnels de la santé et les patientes qui nous rejoignent ce soir pour parler du cancer de la vessie pour les femmes. Vous qui êtes dans l'audience, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous les prendrons à la fin de chaque chapitre. Donc, je suis Laurie Siréfis, présidente de l'association Cancer Vessie France. Ce soir, voici les intervenants qui vont nous rejoindre au fur et à mesure de l'avancement du sujet. Pourquoi nous avons organisé cet événement pour les femmes? Il faut savoir que les femmes représentent environ le quart des patients atteints de cancer de la vessie en France, mais on n'en parle pas assez. Le cancer de la vessie est souvent considéré comme le cancer des hommes d'un certain âge et on oublie quand même qu'il y a plus de 3000 femmes par an qui ont un cancer de la vessie. Et on sait que les femmes arrivent souvent avec un diagnostic plus tardif, malheureusement, ce qui induit une perte de chance pour elles. Donc ce soir, nous en parlons des signes qui doivent alerter. C'est notamment du sang visible dans les urines, de l'hématurie macroscopique, ça s'appelle. Il faut savoir que chez les femmes, le cancer de la vessie n'alerte peut-être pas autant que chez l'homme. Une femme qui peut voir du sang dans les toilettes pourrait imaginer une autre cause gynécologique ou être diagnostiquée à tort avec des infections urinaires à répétition. On sait par une étude d'expérience patient qu'un adulte sur 10 mettra plus de 5 visites chez le médecin avant de recevoir son diagnostic de cancer de la vessie et que les femmes, en fait, reçoivent moins souvent leur diagnostic dans les 3 mois. Seulement 70% des femmes reçoivent un diagnostic dans les 3 mois. Comparé aux hommes qui sont diagnostiqués pour 83% dans les 3 mois suivant la première consultation. Chez la femme, c'est souvent l'errance médicale avant d'être diagnostiquée et pris en charge. Or, on sait que c'est important un diagnostic précoce pour améliorer les chances de survie du cancer de la vessie. L'incidence des cancers de la vessie est en augmentation d'environ 1% par an, avec une croissance encore plus importante chez la femme que chez l'homme. Vous pouvez voir que la différence entre hommes et femmes, ça c'est des estimations statistiques d'incidence de cancer de la vessie en France, environ 3000 femmes par an, l'âge médian 77 ans. Donc avant de passer la parole à professeur Alexandra Masson-Lecomte qui va nous parler des cancers de la vessie non infiltrant le muscle ce soir, j'aimerais juste passer un message très important, c'est que si vous voyez du sang visible dans les urines, consultez votre médecin sans tarder. Merci beaucoup. J'enchaîne directement. Donc, je voudrais vous remercier beaucoup de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Je suis très honorée d'être là et de pouvoir contribuer modestement peut-être à une amélioration de la prise en charge des femmes atteintes de cancer de la vessie. C'est un webinaire qui est destiné aux femmes et qui est aussi destiné aux hommes. Je pense que beaucoup de femmes qui sont atteintes d'un cancer de la vessie ont un conjoint qui les accompagne. Et je pense que c'est important qu'ils soient aussi sensibilisés au sujet. Donc ne soyons pas sectaires dans notre audience. Donc, les tumeurs de vessie non infiltrantes, ce que je vais dire là, finalement, pourrait concerner à la fois les tumeurs de vessie non infiltrantes et infiltrantes parce que au diagnostic initial, en fait, on ne sait pas si une tumeur de vessie est non infiltrante ou infiltrante, sauf dans certaines situations cliniques très particulières où un cancer est diagnostiqué, par exemple, sur des métastases. Fort heureusement, c'est très rare. Et donc, les diapositives à venir, finalement, concernent le diagnostic de cancer de vessie, quel que soit, finalement, le stade
au final sur l'examen anatomopathologique. Mais spécifiquement les tumeurs de vessie non infiltrantes, ce sont les tumeurs les plus fréquentes. Heureusement, parce qu'elles sont quand même beaucoup moins graves que les tumeurs de vessie infiltrantes, mais elles souffrent effectivement d'un retard au diagnostic, en particulier chez la femme, on va en parler. Et bien que menaçant rarement le pronostic vital, fort heureusement, elles sont source de nombreuses résections, d'instillations, qui vont avoir des conséquences chez tous les patients, mais des conséquences potentiellement particulières chez les patientes de sexe féminin, et on va donc en parler. Vous l'avez très bien dit, Laurie, mais je pense que c'est un élément extrêmement important. Peut-être si on devait retenir qu'une seule chose ce soir, c'est ce souci de faux diagnostic, d'errance et de délai diagnostique chez la femme. Pour la raison que vous avez évoquée, c'est que 80% des cancers de la vessie sont diagnostiqués devant une hématurie macroscopique et que les femmes, elles ont l'habitude de voir du sang dans les toilettes parce que depuis qu'elles sont réglées, ça leur arrive tous les mois, lorsqu'elles s'essuient aux toilettes, de voir du sang sur le papier. Et donc, il est très fréquent que la patiente sous-estime le symptôme ne se rendant pas compte qu'il s'agit d'un saignement urinaire, parce que ce n'est pas toujours évident. Il est très fréquent que le médecin sous-estime le symptôme en pensant à tort qu'il s'agit d'un saignement effectivement d'origine gynécologique. Et c'est vrai qu'il n'est pas rare que des patientes soient adressées après avoir été vues en gynécologie, ou en tout cas qu'elles aient tardé à consulter en pensant à tort à un saignement d'origine gynécologique. Pour autant, ça reste l'occasion de dire qu'un saignement, même si la patiente pense qu'il est d'origine gynécologique, s'il survient en dehors des règles, c'est un signe d'alerte d'un potentiel problème gynécologique et que ça doit tout autant conduire à une consultation. Mais c'est vrai que ça peut être minimisé. La deuxième chose qui est importante, c'est que 80% sont diagnostiqués sur une hématurie, donc sur un saignement dans les urines, mais que certaines tumeurs de vessie vont entraîner des signes irritatifs vésicaux, comme des envies fréquentes, des urgences, des brûlures mutationnelles, une incontinence, et que ce sont des symptômes auxquels la femme âgée est souvent habituée parce que l'hyperactivité vésicale est quelque chose de fréquent chez les femmes en prenant de l'âge, suite à la ménopause, lié à la carence hormonale, et que donc ces signes irritatifs ne vont pas forcément inquiéter comme étant potentiellement des signes de cancer de la vessie chez la femme âgée. Et puis dernière chose, c'est vrai qu'ils sont potentiellement pris pour une infection urinaire, puisqu'une infection urinaire va entraîner tous les signes qu'ils sont sur la diapositive, à la fois potentiellement le saignement dans les urines et l'irritation, et que donc on peut se retrouver avec un retard diagnostique. Il vaut vraiment mieux consulter par excès, si on pense qu'on a du sang dans les urines, que de tarder à la prise en charge, parce que si il y a une tumeur de vessie, la prise en charge est urgente. Et donc ça, c'est vraiment un message extrêmement important. Alors, du point de vue des facteurs de risque, ce qui fait entre autres que le cancer de la vessie augmente, et en particulier chez la femme, c'est le tabac. Parce qu'on sait très bien qu'au XXe siècle, la consommation tabagique a augmenté, en particulier chez les femmes, et que l'incidence du cancer de vessie, qui était bien plus faible chez la femme, a augmenté petit à petit au fur et à mesure que les femmes se sont mis à fumer de plus en plus, rattrapant la courbe des hommes. Ce que vous voyez là sur la diapositive, ce sont les incidences de cancer de la vessie dans le monde en fonction du sexe, c'est-à-dire du fait qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Ce que vous constatez, c'est qu'il y a des grosses disparités d'incidence de cancer de vessie dans le monde. L'Amérique et les pays européens sont les pays où l'incidence du cancer de la vessie est de très loin la plus importante. Mais si vous regardez la France et que vous regardez la couleur, vous voyez que la France est en bleu foncé chez l'homme et en bleu plus clair chez la femme. Donc on garde quand même une incidence du cancer de la vessie qui est plus fréquente chez l'homme que chez la femme. Et je rejoins ce que vous avez dit, Laurie, dans l'introduction. Effectivement, ça a pour conséquence qu'on a plus tendance à avancer au cancer de la vessie quand on voit un homme avec un saignement que lorsqu'on voit une femme. Il y a d'autres facteurs que sont l'exposition professionnelle ou l'inflammation chronique, et notamment ce parasite, la bilharziose, explique une grande partie des cancers de vessie chez l'homme comme chez la femme, dans les pays notamment d'Afrique. Alors le bilan initial, c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout ou dont on parle de manière, parfois dans le cadre de scandales dans les journaux, c'est la question du toucher vaginal et de l'examen clinique. Et j'ai eu envie de dire un mot là-dessus. La vessie, comme vous le voyez sur ce schéma, elle est située juste en avant du vagin. Si bien que le toucher vaginal est en fait un moyen très simple d'examiner la vessie. Les femmes ont tendance à être sous-examinées en consultation. Elles le sont d'autant plus dans le contexte actuel où il y a eu un certain nombre de scandales tout à fait légitimes de patientes où il y a eu des sensations ou des agressions réelles lors d'examens. Pour autant, je crois que cet examen clinique est extrêmement important parce qu'il va quand même...
on a un accès très facile à la vessie chez la femme, de la même manière qu'on a un accès facile à la prostate chez l'homme. Quand on dépiste un cancer de la prostate chez l'homme, on fait toujours un toucher rectal avec le consentement du patient. Et je crois que cet examen clinique, il est important. Et il est important que les femmes atteintes de cancer de la vessie sachent et comprennent qu'un toucher vaginal peut être nécessaire parce que c'est un moyen d'examiner facilement la vessie, que ce n'est pas un examen superflu, mais que bien évidemment leur consentement doit être recueilli et l'intérêt de l'examen doit être expliqué. Mais personnellement, je pense que ça fait partie de l'examen clinique et que c'est quelque chose d'important. Alors ensuite, la cystoscopie. Là, en tant que femme, on a quand même un petit peu de chance par rapport aux hommes. C'est que l'examen, la cystoscopie, qui est une étape indispensable pour réaliser le diagnostic de tumeur vésicale, est beaucoup moins douloureuse chez la femme que chez l'homme. Alors, il ne faut certainement pas minimiser le stress lié à cet examen, il ne faut certainement pas minimiser son inconfort, mais c'est vrai que par chance, parce que l'urètre est plus court et qu'il n'y a pas la partie prostatique, la réalisation de la fibroscopie est moins douloureuse chez la femme que chez l'homme. Je pense que c'est important de le dire parce que c'est un examen qui fait peur aux patients, qu'une femme atteinte de cancer de la vessie qui pourrait discuter avec un homme atteint de cancer de la vessie pourrait l'inquiéter beaucoup sur la fibroscopie. Et je crois que c'est quand même important de dire qu'avec un gel anesthésiant qui est mis en place correctement et laissé en place suffisamment, ça reste un examen quand même qui est relativement peu douloureux tout en étant désagréable, mais peu douloureux chez la femme s'il est bien réalisé. Et donc je voulais montrer une petite vidéo de cystoscopie. Ça, c'est une cystoscopie chez l'homme. Si c'était une femme, ça s'arrêterait là. À ce moment-là, on serait déjà dans la vessie. Et vous voyez que chez l'homme, il y a un grand chemin supplémentaire à parcourir. Et ce qui fait mal chez l'homme, c'est cette partie-là. C'est ce moment où on doit franchir le sphincter urinaire qui est fermé et franchir la prostate. Et toute cette partie de l'examen, qui est la partie de l'examen qui est douloureuse vraiment lors de la cystoscopie chez l'homme, n'arrive pas chez la femme, puisque chez la femme, on rentre, en fait, on arrive directement après le passage des premiers centimètres d'urètre, à cet endroit-là, à l'entrée du col vésical, qui est une zone qui n'est plus douloureuse. Et donc, ça se passe quand même généralement beaucoup mieux quand on a une patiente de sexe féminin. Alors, une fois que le diagnostic a été fait, en tout cas visuellement, l'étape suivante de la prise en charge des tumeurs de vessie, qu'elles soient non infiltrantes ou infiltrantes, ça va être la résection transurétrale. C'est un examen qui se fait sous anesthésie générale, qui peut être réalisé sous anesthésie dite rachianesthésie ou péridurale, chez l'homme ou chez la femme de la même manière. Il n'y a pas de différence en préopératoire dans la préparation à cet examen entre l'homme et la femme. Il y a en revanche un élément anatomique qui est important chez les femmes, et en particulier chez les femmes plus âgées, puisque vous avez très bien dit, Laurie, que l'âge médian d'incidence était de 77 ans. On a chez la femme des vessies qui sont souvent beaucoup plus fragiles à cet âge-là, qui sont plus fines. Et vous le voyez sur ce grattage, on voit en profondeur une zone jaune. Ce qu'on voit de jaune en profondeur, en fait, c'est la graisse périvésicale. Ça veut dire que sur cette résection qui est faite tout à fait comme il faut, la vessie est tellement fine qu'on se retrouve très vite à se retrouver de l'autre côté de la paroi. Et donc, il y a quand même voilà, un risque de perforation qui nécessite parfois de garder la sonde 2 ou 3 jours. Et c'est simplement quelque chose auquel il faut sensibiliser les patients, tout en sachant que ce n'est absolument pas grave. La vessie cicatrise très bien, il n'y a pas de risque de dissémination. Mais quand on fait une résection de vessie chez une femme, et en particulier chez une femme âgée, j'ai tendance à prévenir que je vais réaliser l'intervention peut-être pas en ambulatoire, peut-être avec une nuit ou 2 d'hospitalisation, pour pouvoir garder la sonde urinaire suffisamment longtemps pour permettre la cicatrisation et qu'à l'ablation de la sonde, il n'y ait pas de souci. Alors, je me suis amusée à relire la fiche d'information de l'Association française d'urologie pour voir si finalement on faisait des différences entre l'homme et la femme. En fait, cette fiche d'information, elle est très générale. Et elle ne prend pas du tout en compte le fait que ce soit un ou une patiente, ce que je trouve finalement un peu dommage. Et je me suis dit que peut-être dans le cadre du comité de cancérologie de l'Association française d'urologie, c'est quelque chose auquel on pourrait réfléchir, d'avoir un encadré qui soit spécifique en fonction qu'on soit un homme ou une femme. Alors,
Globalement, j'ai quand même trouvé pour les femmes des bonnes nouvelles. C'est que dans les complications qui sont listées, il y en a certaines qui sont quand même moins fréquentes chez la femme. Et notamment tous les problèmes d'impossibilité de reprise mictionnelle, de blocage urinaire, qui peuvent survenir chez l'homme à cause justement de cette prostate que vous avez vue sur la cystoscopie. Parce que chez l'homme âgé, la prostate est souvent augmentée de taille et elle va parfois poser des problèmes lors de la reprise d'émiction, c'est-à-dire à l'ablation de la sonde. Lorsque le patient essaye d'uriner, il arrive quand même assez régulièrement qu'il se bloque. Fort heureusement, c'est beaucoup moins fréquent chez la femme, qui va par contre avoir peut-être un peu plus de soucis d'incontinence en post-opératoire. Et ça, en revanche, c'est pas du tout spécifié dans la fiche de l'Association française d'urologie et ça mérite peut-être qu'on fasse quelque chose dessus. La deuxième chose, c'est les lésions de l'urètre. L'urètre est un organe qui est fragile et qui, chez l'homme, est particulièrement long et a des zones de rétrécissement, justement, liées au sphincter et à la prostate, ce qui fait qu'il peut y avoir des lésions urétrales immédiates ou à distance. C'est quand même beaucoup plus rare chez la femme et il est rare d'avoir des problèmes urétraux en post-opératoire. Donc la feuille d'information de l'Association française d'urologie est bien sûr tout à fait adaptée aux femmes. Elle doit être lue et les informations qu'on y trouve y sont pertinentes. Mais voilà, il y a quand même des petits éléments qui sont particuliers avec moins d'inquiétude sur certains points. Et il manque peut-être aussi une part de discussion spécifique sur les risques post-opératoires chez la femme. Alors, s'agissant du traitement, celles d'entre vous qui ont déjà lu les recommandations de l'Association française d'urologie connaissent ce diagramme qui est absolument illisible pour les patients. Je ne l'ai pas mis sur la diapositive pour qu'on en regarde le détail. Je l'ai mis sur la diapositive pour que chaque patient et chaque patiente se rendent compte que les stratégies de prise en charge du cancer de la vessie non infiltrant aujourd'hui sont extrêmement complexes et qu'elles nécessitent bien évidemment une discussion avec un médecin spécialisé, un urologue. C'est vraiment du sur-mesure qui va être adapté au risque d'évolution de la tumeur. Et la prise en charge va être complètement différente en fonction qu'on ait une tumeur qui soit à très faible risque d'évolution ou une tumeur non infiltrante qui soit à plus haut risque. Plus la tumeur va avoir un risque d'évolution important, plus la charge du traitement va être importante, plus le nombre potentiel de résections transurétrales va être important, plus il va y avoir un besoin d'instillation endovésicale et donc plus la patiente doit s'attendre à des effets secondaires potentiels. Donc, quels sont-ils ces effets secondaires ? Il est important, je crois, de s'appesantir un tout petit peu sur les instillations endovésicales. Donc, bon, comparé à une tumeur infiltrante du muscle où on va discuter de chimiothérapie et de cystectomie, l'instillation endovésicale peut paraître comme un traitement plus léger, bien sûr, mais ça reste quand même lourd pour les malades. D'abord à cause de leur fréquence, il faut venir très régulièrement à l'hôpital. Ça impacte la qualité de vie, ça impacte le travail. Tous les patients n'ont pas 77 ans. Moi, je prends en charge un certain nombre de patientes qui ont moins de 65 ans, qui sont atteintes de cancer de vessie non infiltrant. Donc, ces instillations vont être une charge. On a parfois même des patientes vraiment jeunes atteintes de cancer de la vessie, qui peuvent avoir une famille, qui peuvent avoir des enfants. Enfin, et je crois que c'est important d'expliquer aux patientes que ces instillations, c'est non seulement un début avec ce qu'on appelle une induction, mais qu'elles sont très souvent suivies d'un entretien, c'est-à-dire qu'il faut s'organiser dans sa vie quotidienne pour venir à l'hôpital régulièrement pour ces installations, et ce, pendant jusqu'à 3 ans en cas de BCG thérapie. Je trouve que c'est quelque chose qui est souvent pas assez dit dès le début. On dit on va vous faire des instillations, mais en fait, nous, on sait en tant que praticien qu'on part sur potentiellement 3 ans. C'est pas suffisamment expliqué aux patients, aux patientes. On sait que dans la vie de tous les jours, c'est quand même souvent les patientes, qu'elles soient mères ou grand-mères, qui ont la charge de beaucoup de choses dans la famille. Et être capable de se projeter à distance sur le fait qu'on va avoir besoin de venir régulièrement à l'hôpital, c'est quelque chose de très important. Par ailleurs, s'agissant des effets secondaires, il y a quand même quelque chose de spécifique chez la femme, c'est que ces instillations entraînent ce qu'on appelle de l'hyperactivité vésicale, c'est-à-dire des envies fréquentes, des urgences, des levées nocturnes, et que cette hyperactivité vésicale va conduire potentiellement à des fuites d'urine, beaucoup plus souvent chez la femme que chez l'homme. Parce qu'il est en fait très fréquent quand on est une femme et qu'on a 70 ans, d'avoir déjà une incontinence urinaire avant le diagnostic de cancer de la vessie. C'est même parfois le motif de consultation, même si c'est rare, ça peut arriver qu'on diagnostique le cancer de la vessie là-dessus. Et en fait, nous, urologues, dès qu'on va
diagnostiquer le cancer, on va parfois avoir tendance à oublier les symptômes cliniques qui ont fait consulter la patiente et se focaliser sur la guérison, sur les instillations, sur la résection et oublier un petit peu qu'il y avait des troubles mictionnels qui étaient là et qui ne vont pas s'arranger pendant les instillations. Je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut que les patientes sachent insister auprès de leur praticien. Quelque chose qu'on ne fait jamais, et d'ailleurs que moi-même, je me suis rendu compte en préparant ce topo, je ne faisais pas, c'est la question de la rééducation périnéale. Il y a des faiblesses du périnée qui sont normales vers 70 ans chez la femme. Les instillations vont entraîner une hyperactivité de la vessie, parfois une incontinence. Et je me suis rendu compte que je ne proposais pas à mes patientes une rééducation éventuellement du périnée pour limiter ces risques, pour améliorer la tolérance des instillations. Et je crois que c'est quelque chose auquel on doit penser plus souvent, nous en tant qu'urologues, et sur lequel on doit travailler. Il y a des médicaments qui améliorent ces symptômes d'hyperactivité vésicale. On peut prescrire ce qu'on appelle des anticholinergiques. Voilà, donc on dit, nous, buvez abondamment. Oui, c'est très bien, mais bon, ça va entraîner des mictions fréquentes, parfois des incontinences, et il y a des choses à faire pour anticiper ça, comme la rééducation du périnée ou les médicaments auxquels il faut savoir penser lorsqu'on prescrit des instillations. Dernier point, qui sera ensuite abordé par le docteur Pignot, mais je voulais en dire un mot avant de conclure, c'est que même si, fort heureusement, la majorité des tumeurs non infiltrantes du muscle vont être traitées par la résection vésicale et les instillations, il peut arriver dans certains cas qu'une tumeur non infiltrante résiste au traitement et nécessite une cystectomie radicale chez la femme comme chez l'homme. Et là, je crois en particulier dans la situation de la proposition d'une cystectomie pour une tumeur non infiltrante du muscle, il est indispensable de savoir discuter avec la patiente, bon déjà de sexualité évidemment, ce qui n'est pas du tout fait suffisamment, mais aussi de préservation génitale lors de la cystectomie. Parce que quand on fait une cystectomie pour une tumeur infiltrante du muscle, les recommandations sont non seulement d'enlever la vessie, mais aussi l'utérus et la face antérieure du vagin, ce qui est beaucoup moins valable pour une tumeur non infiltrante. Et par habitude, on a un petit peu tendance à faire la même chirurgie pour tout le monde. Quand on regarde des chiffres qui sont des chiffres anglais, il est quand même très intéressant de constater que chez des patientes qui ont été prises en charge pour un cancer de la vessie infiltrant en Angleterre entre 2004 et 2017 et qui avaient moins de 50 ans, donc des patientes extrêmement jeunes, 82% d'entre elles ont quand même eu une pelvectomie, c'est-à-dire une ablation des organes génitaux. Ce qui est quand même majeur, alors que on sait très bien que la vessie a des rapports étroits avec l'utérus et la paroi antérieure du vagin, mais et je reviendrai à l'anatomie après, excusez-moi, je vais avancer un petit peu, le taux d'envahissement des organes gynécologiques, en fait, est extrêmement faible. Lorsqu'on regarde les cohortes de cystectomie, il est de l'ordre de 5%, et on sait quels en sont les facteurs de risque. Donc, proposer systématiquement une pelvectomie à une femme atteinte de cancer de la vessie, en particulier si la tumeur est non infiltrante, à cause du risque théorique d'envahissement des organes gynécologiques, n'a pas vraiment de sens, et ça doit être vraiment une évaluation qui est faite au cas par cas. Pourquoi c'est important? Et je reviens en arrière, parce que la sexualité, la lubrification du vagin, l'engorgement des lèvres, la lubrification vaginale, tout ça dépend d'un système nerveux qui est en rapport étroit avec l'utérus, avec le vagin, et que lorsqu'on fait une cystectomie en emportant latéralement une partie de ces organes, on va non seulement raccourcir la longueur vaginale en post-opératoire, mais aussi entraîner un défaut de lubrification, une sécheresse, qui vont avoir des retentissements majeurs sur la sexualité. Par ailleurs, l'urètre est aussi innervé par ces voies, et quand on envisage de faire une néovessie, une nouvelle vessie, la préservation de ces fibres nerveuses est extrêmement importante, et le docteur Pignot va vous en parler un peu plus dans le détail dans la partie des tumeurs infiltrantes. Donc le fait de réaliser une préservation génitale, en particulier quand on fait une cystectomie pour une tumeur non infiltrante, et ben, ça permet de récupérer une activité sexuelle satisfaisante, et ça améliore la continence en cas de néovessie. Et donc si le chirurgien n'en parle pas, eh ben, il faut savoir poser la question de est-ce qu'il n'en parle pas parce que l'indication n'est pas bonne, et ça arrive que ce ne soit pas faisable, ou parce que, par habitude, on finit par proposer la même chose aux patientes atteintes de tumeurs non infiltrantes par rapport aux tumeurs infiltrantes. Et d'ailleurs, les recommandations sont claires, à la fois européennes et françaises. Il faut discuter de sexualité et de préservation des organes génitaux chez la femme comme chez l'homme avant une cystectomie radicale. Voilà, donc j'en conclus avec les messages importants. Ne pas méconnaître une hématurie qui fait penser à un saignement gynécologique. Attention aux troubles urinaires qui ne rentrent pas dans l'ordre, en particulier chez une femme qui fume.
L'importance de l'examen clinique, l'importance du toucher vaginal, oui, mais avec le consentement et comprendre pourquoi, c'est important. La cystoscopie moins douloureuse chez la femme, ça c'est le petit ouf quand même de soulagement. Moins de complications obstructives après la résection, mais une vessie qui est plus fragile et qui peut parfois nécessiter de garder une sonde urinaire un peu plus longtemps. Le risque de majoration de l'hyperactivité vésicale et des fuites après les instillations, donc en parler à son urologue, anticiper potentiellement avec de la rééducation périnéale. Et dans le cas où malheureusement on en viendra discuter de cystectomie pour une tumeur non infiltrante, bien savoir parler de sexualité et de préservation des organes génitaux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons souhaiter la bienvenue à Fanny, qui nous rejoint pour nous parler justement de ce parcours d'un point de vue patient, un parcours de patient ayant un cancer de la vessie non infiltrant le muscle. Bonsoir Fanny. Bonsoir à tous, bonsoir Laurie. Fanny, est-ce que vous pouvez nous parler de votre vécu pendant les traitements pour le cancer non infiltrant? Alors, pour mon traitement, j'ai déjà été opérée d'une résection en août 2023. Suite à ça, j'ai eu 6 instillations qui effectivement ont été un peu quand même angoissantes, stressantes, juste à l'avant, quoi. Mais finalement, au début, on va dire que les 3 premières, on va dire que, en tout cas pour moi, ça allait. Même si par rapport aux instillations BCG, il faut signaler quand même qu'il y a des brûlures. Dès la première, en tout cas, moi j'ai ressenti ça, des brûlures urinaires. Et puis beaucoup de fatigue. Après, il y a d'autres effets secondaires, mais ils sont différents chez chacun. Mais moi, ils ont été très prononcés à partir de la 3e instillation du premier traitement de 6. Donc, et vraiment, j'avais hâte que ça se finisse parce que la 5e et la 6e instillation étaient vraiment beaucoup plus difficiles à gérer que les 3 premières. Donc, j'avais hâte que ça se finisse. Et après, je vais vous dire que j'ai mis à peu près 2 mois, justement, on parlait du périnée, j'ai mis à peu près 2 mois pour vraiment avoir les effets secondaires qui diminuent petit à petit. Moi, c'est resté assez longtemps. Après, j'ai la chance quand même d'être professeur de danse et professeur de pilates. Donc, ce qui fait que je peux renforcer mon périnée et je me suis entraînée tous les 2 jours pour justement rééduquer, comme disait le docteur. Moi, je l'ai fait par moi-même parce que je connais déjà bien mon corps venant de la danse. Et c'est vrai que les exercices pilates m'ont vraiment beaucoup aidé après ces soucis que j'ai eus après le premier BCG. Après cela, j'ai eu un contrôle, donc j'ai eu une fibroscopie 3 mois après de contrôle. Donc c'est pour voir s'il y a une récidive ou pas. Je n'en ai pas eu, donc c'était très bien. Et du coup, après ça, l'urologue m'a prescrit 3 instillations de BCG. C'était 3 mois après. Après, j'ai de nouveau eu un contrôle, donc fibroscopie, à nouveau, donc c'est en local. Et puis, de nouveau, il n'y avait rien, c'était au mois de mars. Et j'ai eu de nouveau 3 instillations, mais au final, j'en ai fait que 2 sur 3 parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci avec l'infirmière. C'était une nouvelle infirmière et en fait, elle m'a abîmé l'urètre. Donc, j'ai eu vraiment une semaine d'arrêt parce que bon, ça, c'est vraiment très particulier, quoi. Elle m'a arraché un petit bout de l'urètre. Donc, le temps que ça cicatrise, si vous voulez, le traitement BCG venait d'être fait, donc ça a été juste horrible, les brûlures. Mais voilà, c'est passé quelques temps après. Et après, j'ai eu de nouveau la mois de septembre, de la rentrée, 3 instillations. Et puis, la semaine prochaine, je refais un contrôle fibroscopie. Et moi, mon urologue est vraiment très bien parce qu'il m'a signalé dès le début que de toute façon, j'aurais 3 ans de traitement et que j'aurais un suivi à vie, c'est-à-dire un scanner 1 fois par an. Je tiens aussi à dire que je n'ai jamais fumé. Quand on a trouvé donc le cancer de la vessie, j'avais 50 ans. J'en ai 52 aujourd'hui. Donc, j'ai jamais fumé, j'ai jamais été en contact avec des produits chimiques. J'ai rien eu de tout ça. Et par contre, on a mis un peu de temps à découvrir ce que j'avais parce que mon ancien médecin généraliste s'est pas plus inquiété que ça quand justement j'ai eu du sang dans les urines. J'ai fait des ECBU, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'infection. Et l'attente a quand même duré près de 8 mois avant que l'on découvre ce que j'ai. Et je tiens à remercier d'ailleurs mon chirurgien vasculaire
pour lequel j'ai été suivie, qui m'a dit tout de suite, vous devriez aller voir un urologue. C'est pas normal que vous ayez du sang dans les urines. Et heureusement que je suis allée voir cet urologue qui m'a dit, ben, effectivement, vous avez des polypes. Donc, du coup, j'ai été tout de suite opérée une semaine après. Voilà un peu le résumé. D'accord. Merci Fanny. Et juste avant de terminer, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire quel était l'impact de la maladie, des traitements sur votre quotidien aujourd'hui avec presque 2 ans de recul C'est pas le traitement en soi, ben voilà, il y a des hauts et des bas par rapport au moral. Par rapport à la famille, c'était surtout par rapport à mes enfants, parce que quand on vous annonce, en fait, surtout que quand j'ai été opérée, j'ai eu la première résection, on ne vous dit pas quel stade vous êtes, quel grade vous êtes. Il faut attendre encore les résultats de l'anapath. J'ai attendu 3 semaines et demie. Et puis, vous avez le temps de cogiter, et ça, c'est angoissant. Et puis, quand vous avez des enfants qui sont jeunes, c'est mon cas, c'est pas évident d'approcher ces enfants et de leur dire ce qu'il en est, comment on aborde le sujet. C'est pas facile au niveau de la famille, c'est sûr. Mais après, il faut rester positive et puis il faut garder le moral. Et des fois, je dirais même, il faut pas tout écouter non plus. Chaque cas est particulier, chaque genre réagit différemment au traitement. Après, le traitement BCG, il faut savoir que même pour la femme, on peut, si on a des douleurs, demander une anesthésie locale. Alors moi, je ne l'ai jamais eu parce que les infirmières ne me l'ont jamais proposé, mais je l'ai eu par erreur. C'est une infirmière qui me l'a fait, je ne voyais pas ce qu'elle me faisait. Et après, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous me faites? Et elle m'a dit, je vous ai fait une anesthésie locale pour donc avoir le traitement BCG. Et j'ai dit, mais j'en avais pas besoin parce que, comme disait le docteur tout à l'heure, moi, j'avais pas de douleur au moment de la pose de la sonde. J'ai jamais eu de douleur. Et malheureusement, pour moi, ça n'a pas marché cette anesthésie locale parce que, en fait, ça m'a donné des brûlures toute la journée. Ça a été juste horrible. Ça a amplifié mes douleurs. Alors voilà, pour vous dire que je suis un cas particulier. Parce que je sais que j'ai déjà échangé, bon, c'est plus avec des hommes. Les hommes, eux, ils en ont besoin de cette anesthésie locale parce que c'est trop douloureux. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai toujours, et maintenant, à chaque fois que j'y vais, je refuse l'anesthésie locale pour le BCG. Ça, je ne peux pas. Donc, vous voyez, pour vous dire qu'une autre femme, peut-être, elle supportera avec l'anesthésie locale et pas sans. Merci beaucoup Fanny pour ce témoignage. Je tiens à vous souhaiter bonne chance pour la prochaine cystoscopie. Merci, et on reste positive. On vous libère parce qu'on sait que on a un peu dépassé le temps déjà. Merci d'avoir été présente ce soir. Merci à vous et bonne continuation. Merci Fanny. À vous, nous, des questions de l'audience pour jusqu'ici. Des questions pour le docteur Masson-Lecomte ou pour Fanny. Alors, nous avons quelques questions. On a encore 1 minute. Donc, comment sait-on si les tumeurs de vessie sont non infiltrantes? Ça, c'est, comme l'a très bien dit Fanny, c'est le résultat de la résection transurétrale, de ce qu'on appelle le grattage qui est fait initialement. Il y a une analyse qui est faite au microscope et qui permet de conclure de manière formelle si la tumeur est infiltrante ou ne l'est pas. Il peut arriver dans certaines situations, rarement, mais ça peut arriver qu'on ne soit pas sûr parce que la résection n'a pas été assez profonde ou parce que la tumeur est volumineuse et n'a pas été réséquée intégralement. Et dans certains cas, il y a besoin de 2 résections. Mais enfin, c'est un examen microscopique qui permet de conclure à cela. Parfois combiné à une imagerie, puisqu'on commence à faire des IRM de la vessie, notamment pour avoir un bilan local. Et s'agissant de la deuxième question, pourquoi une cystectomie si la tumeur est non infiltrante? C'est une très bonne question. Alors, on essaye au maximum, évidemment, de ne pas aller jusqu'à la cystectomie pour une tumeur non infiltrante. Mais il y a 2 situations dans lesquelles on peut ne plus avoir le choix. D'abord, il peut arriver que la tumeur récidive malgré les traitements sous une forme toujours non infiltrante, mais qu'elle soit résistante à l'ensemble des thérapeutiques. Et malheureusement, on se retrouve en bout de course. Ces tumeurs qui résistent au BCG, qui résistent au traitement usuel, sont souvent des tumeurs agressives et on se trouve parfois à devoir proposer une cystectomie. Et il arrive d'ailleurs sur ces cystectomies qu'on trouve finalement des maladies beaucoup plus graves que ce qu'on avait sur les résections transurétrales. Et puis dans des très rares cas, il peut nous arriver de proposer une cystectomie fonctionnelle parce que tous ces grattages, toutes ces instillations
peuvent parfois avoir des conséquences extrêmement délétères sur le fonctionnement de la vessie. Et il arrive, fort heureusement très rarement, mais il peut arriver qu'on soit obligé d'aller jusqu'à la cystectomie pour des patientes qui vont avoir une qualité de vie extrêmement altérée, avec des brûlures et des envies fréquentes, un quotidien qui soit trop altéré des suites des traitements et qui nécessite parfois, très rarement, mais parfois une cystectomie. Merci beaucoup pour ces réponses. J'espère ont bien répondu aux questions de l'audience. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Sur la vessie France. Nous allons passer... Donc, nous venons donc de faire un petit tour sur le parcours de vie des patientes avec une tumeur non infiltrant la vessie, le muscle de la vessie, pardon. Et maintenant, nous allons évoquer le parcours de femmes avec des tumeurs de vessie infiltrant le muscle. Donc, nous avons avec nous ce soir le docteur Mathilde Guérin et le docteur Géraldine Pignot. Toutes les deux de l'Institut Paoli Calmette à Marseille, avec des explications. Je vais passer la parole donc au docteur Guérin. Alors c'est moi qui vais commencer la présentation. D'accord, excusez-moi, c'est le docteur Pignot. Docteur Géraldine Pignot, donc je suis urologue à l'Institut Paoli Calmette à Marseille. Et on va faire une présentation un peu conjointe avec Mathilde parce qu'effectivement, on va vous parler de tumeurs infiltrant le muscle. Et dans ces cas-là, souvent, vous allez le voir, la coordination entre l'oncologue et l'urologue est très importante pour une prise en charge optimale. Alors voilà, pour vous montrer un petit peu le parcours de soins des patients qui ont une tumeur de vessie infiltrant le muscle, vous voyez, c'est très complexe. Ça commence en haut à droite avec ce que Alexandra Masson-Lecomte vous a expliqué juste avant, à savoir une chirurgie de résection transurétrale de vessie, RTUV, qui nous permet d'avoir un diagnostic. Et ensuite, généralement, quand on sait qu'il s'agit d'une tumeur infiltrant le muscle, on va faire un bilan d'imagerie avec notamment un scanner qui va nous permettre de savoir si la maladie ne s'est pas étendue ailleurs, au ganglion ou dans d'autres organes. Et s'il s'agit d'une maladie localisée à la vessie, sans extension ailleurs, eh bien on va discuter dans une réunion qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire, de savoir quel traitement on va pouvoir proposer aux patients. Alors, le docteur Huck, qui est avec nous aussi ce soir, vous parlera d'une autre stratégie à ce stade qui est le traitement trimodal avec la radiochimiothérapie. Nous, on va se concentrer sur la stratégie qui consiste à faire une intervention chirurgicale qui est une cystectomie. Et donc, vous voyez que l'urologue va intervenir au départ de la prise en charge avec la résection transurétrale de vessie, mais aussi pour les tumeurs infiltrantes à ce stade de chirurgie de cystectomie. Puis, vous voyez que la cystectomie, en fait, elle est encadrée potentiellement d'un traitement avant et d'un traitement après, qu'on appelle traitement néoadjuvant ou traitement adjuvant. Néoadjuvant, ça veut dire qu'on est avant la cystectomie, et bien souvent, il s'agit de chimiothérapie. Et puis, traitement adjuvant, c'est après la cystectomie. Et dans ce cas-là, il s'agit souvent d'immunothérapie. Et c'est pour ça qu'on travaille en bonne coordination avec nos oncologues, puisque ce sont les oncologues qui vont gérer les traitements néoadjuvants et adjuvants. Et je vais peut-être laisser la main à Mathilde pour discuter un petit peu de ces stratégies-là. Mathilde, on ne t'entend pas. Alors, comme Mathilde a un souci de micro, je pense, le temps qu'elle règle le souci de micro, je vais avancer un petit peu sur le diaporama pour vous dire qu'effectivement, je vais lui laisser la partie chimiothérapie néoadjuvante et adjuvante, mais bien souvent, la chimiothérapie néoadjuvante, ça va consister en 4 cures de chimiothérapie qu'on fait avant la chirurgie. Et ensuite, effectivement, en fonction des résultats anatomopathologiques, c'est-à-dire des résultats de l'analyse de la pièce de cystectomie qu'on a retirée au moment de la chirurgie, on verra s'il y a besoin ou pas de rajouter un traitement adjuvant derrière, qui aujourd'hui est plutôt un traitement à base d'immunothérapie. On peut passer sur la diapo suivante, Laurie. On n'est pas tout seul, hein, les oncologues et les urologues, il y a aussi des radiologues qui interviennent justement pour nous interpréter les scanners, des anatomopathologistes qui sont là aussi à la réunion de concertation pluridisciplinaire pour discuter avec nous des résultats de ce qui a été trouvé sur la résection transurétrale de vessie et sur la pièce de cystectomie.
Et sur la diapo d'après, vous voyez que ce qui est très important, c'est que dans tous les cas, tous ces intervenants-là sont ensemble réunis au moment de la réunion de concertation pluridisciplinaire et que les décisions se prennent toujours collégialement. Ce n'est pas l'urologue seul ou l'oncologue seul qui décide de tel ou tel traitement. On choisit les meilleures options pour les patients en tenant compte des caractéristiques de la tumeur et du patient. Est-ce que vous m'entendez? Ah, on t'entend Mathilde, c'est parfait. Super. Du coup, désolée de ce contretemps. Donc, Mathilde Guérin, je suis oncologue et je travaille avec Géraldine du coup, à l'IPC. Géraldine, tu avais fini. J'enchaîne avec le traitement. Donc, comme le disait Géraldine, hein, c'est l'urologue qui va faire le diagnostic de la maladie localisée en faisant la résection transurétrale de vessie et qui va être analysée. Et dès que ça va envahir le muscle, il est essentiel que l'urologue adresse le patient ou la patiente à un oncologue médical pour encadrer la chirurgie, effectivement, avec des traitements systémiques, c'est-à-dire en premier lieu un traitement de chimiothérapie qu'on va faire. Et l'objectif, ça va être d'aller détruire les cellules qui se seraient potentiellement échappées de la vessie et d'essayer d'aller détruire au maximum l'envahissement directement dans la vessie, parce qu'on sait que meilleur est le contrôle dans la vessie au moment de la chirurgie, et plus on a détruit de cellules avec cette chimiothérapie, et plus le traitement sera efficace, et plus on aura un potentiel de guérison derrière. Et donc, ce traitement néoadjuvant va consister en une chimiothérapie qui va être administrée par voie veineuse. Et c'est une chimiothérapie qui va... Donc, la chimiothérapie, c'est toxique pour les veines. Et donc, la première étape, quand on fait une chimiothérapie, ça va être de mettre un site implantable ou un PICC line, qui est un dispositif qui va aller délivrer la chimiothérapie par les gros vaisseaux, qui permet de préserver au maximum le capital veineux, parce que voilà, la chimiothérapie est toxique. Et quand on fait cette chimiothérapie, donc elle est basée sur 4 produits de chimiothérapie, dont une drogue majeure qui s'appelle le cisplatine. Et le cisplatine, c'est un produit qui va être principalement toxique sur les reins, qui va altérer la fonction rénale. Et ça, c'est ce qu'on va regarder sur les prises de sang avec la créatinine. Et donc, pour savoir si un patient ou une patiente va pouvoir bénéficier de ce traitement néoadjuvant, il va falloir qu'il ait une bonne fonction rénale, une créatinine qui est suffisante. On a un seuil, ce qu'on appelle la clairance, qui doit être au moins égal à 60, et qui va potentiellement pouvoir faire récuser cette chimiothérapie première. Et on sait que dans les cancers de vessie, eh bien, il peut y avoir une altération de la fonction rénale un peu plus importante que dans d'autres cancers, et donc ça peut être un frein à cette chimiothérapie première. L'autre chose essentielle à regarder, c'est quand on va faire cette chimiothérapie avec du cisplatine, on va avoir besoin de beaucoup hydrater. Et puis, une autre drogue utilisée, c'est des anthracyclines qui vont avoir une toxicité cardiaque. Et donc, cette hyperhydratation, on va un peu surcharger le cœur, et les anthracyclines qui vont avoir cette toxicité cardiaque font qu'on a besoin également d'une évaluation cardiologique avec une évaluation de la fonction cardiaque, pour vérifier que tout fonctionne correctement, pour faire la chimiothérapie dans les meilleures conditions, parce que l'idée, c'est d'être efficace sur la tumeur, mais de ne pas trop altérer le patient, qui puisse derrière recevoir le traitement par chimiothérapie. Et puis enfin, le troisième point, c'est quand on a un cancer de vessie, c'est des patients plutôt quand même âgés en général, et notamment un peu plus chez les femmes avec ce retard diagnostique également. Et donc, c'est important d'évaluer la fragilité du patient et d'évaluer si le traitement ne va pas être trop lourd pour un patient qui va être déjà un petit peu âgé, un petit peu fragile. Et donc, on peut potentiellement orienter vers un oncogériatre, qui est un médecin spécialisé chez les personnes âgées, pour évaluer le risque potentiel de la chimiothérapie, qu'on ne soit pas trop toxique. Donc, si tous les critères sont validés, alors on valide l'indication de chimiothérapie. On va faire rencontrer au patient l'infirmière coordinatrice, qui va expliquer un petit peu, réexpliquer après le médecin le parcours de soins, et organiser un peu toutes les étapes de la prise en charge, à savoir la pose du dispositif du site implantable ou du PAC, et puis organiser la chimiothérapie qui va s'articuler. Donc, on va essayer d'aller faire jusqu'à minimum 4 cycles de chimiothérapie, maximum 6 cycles de chimiothérapie. C'est des chimiothérapies qui vont être faites tous les 15 jours, en hospitalisation de nuit, justement, parce qu'on a besoin de beaucoup hydrater pour préserver au mieux la fonction du rein.
Une fois qu'on a fait ces 6 cycles de chimiothérapie, on refait une imagerie avec un scanner pour vérifier qu'il n'y ait pas de choses anormales. Et puis, si tout est OK, à ce moment-là, on va à la chirurgie, on fait la cystectomie. Et puis, on va analyser à l'issue de cette cystectomie la pièce opératoire, donc la vessie, et savoir si on a détruit suffisamment de cellules tumorales avec notre chimiothérapie ou pas, ou si une patiente n'a pas pu bénéficier de cette chimiothérapie première. On va analyser ce qu'on appelle le score CPS PDL1 pour savoir si le patient va pouvoir derrière bénéficier d'un traitement complémentaire d'immunothérapie avec du nivolumab pour une durée totale de 1 an, parce qu'on sait depuis peu de temps que l'immunothérapie a un vrai impact, un vrai bénéfice chez certains patients pour limiter les risques de rechute derrière. Et donc, ce score PD1, PDL1, ça va être c'est un marqueur en fait du système immunitaire qui peut être impliqué dans le développement des cellules tumorales. On sait que le système immunitaire, c'est censé bloquer le développement des cellules tumorales, et donc les cellules tumorales arrivent à contourner un peu ce système et à mettre ce système immunitaire en dormance pour pouvoir faire ce travail. Et donc ça, c'est marqué par ces marqueurs PDL1, PD1. Et donc, on va regarder ce score-là. S'il est au moins égal à 1%, le patient va pouvoir bénéficier d'immunothérapie derrière, donc par nivolumab pour une durée totale de 1 an. Merci beaucoup, Dr Guérin. Est-ce que Dr Pignot va reprendre la parole pour... On peut dérouler le diaporama. On passe, oui. Allez. Effectivement, l'idée, c'est qu'ensuite, ce patient va être vu par l'urologue pour faire la cystectomie. Donc, effectivement, comme Mathilde vous le disait, il y a toute une partie de traitement avant qui va nous permettre aussi de faire un petit peu de préhabilitation. Donc, la préhabilitation, c'est comment est-ce qu'on fait pour que le patient qui vient de recevoir une chimiothérapie avec des effets secondaires dont le docteur Guérin vous a parlé, pour qu'il arrive en forme au moment de la cystectomie. Et vous voyez qu'on a la possibilité de faire intervenir des gériatres, c'est-à-dire des médecins spécialisés pour les personnes âgées, pour avoir une prise en charge un peu plus globale de l'ensemble des pathologies du ou de la patiente. On peut avoir des évaluations nutritionnelles et la possibilité aussi d'apporter des compléments alimentaires pour justement pouvoir compenser une dénutrition et faire en sorte que le patient arrive en bon état général au moment de la cystectomie. On va aussi avoir des programmes d'activité physique adaptés pour pouvoir maintenir tout au long du traitement néoadjuvant une activité sportive régulière adaptée. On peut faire également un petit peu de kinésithérapie respiratoire pour des patients ou des patientes qui ont des problèmes bronchiques. Et puis, on a toute la prise en charge psychologique qui va autour, tout l'encadrement psychologique qui est bien sûr important dans ces cas-là. Et vous voyez finalement les courbes que vous voyez, c'est pour vous expliquer qu'en rouge, un patient normal, quand il va arriver à la cystectomie, la cystectomie, c'est une intervention chirurgicale qui est très lourde. Et donc, cette intervention va impacter l'état général du patient et entraîner de passer en dessous d'un seuil critique qui est synthétisé ici par les petits points noirs. Et vous voyez que c'est là que peuvent survenir des complications. L'idée de la préhabilitation, c'est de faire en sorte qu'avant l'intervention chirurgicale, eh bien, le patient arrive au meilleur état possible, c'est ce que vous montre la courbe violette, et pour que l'intervention chirurgicale impacte moins, en tout cas ne fasse pas passer en dessous d'un seuil critique à partir duquel surviennent des complications chirurgicales, et c'est ça qu'on veut éviter. Alors la préhabilitation, c'est bien. On a aussi la récupération améliorée après chirurgie, ce qu'on appelle la RAC, R-A-A-C. C'est exactement la même chose, mais après la chirurgie, même pendant la chirurgie, pour faire en sorte que les patients reçoivent moins de traitements morphiniques qui ont tendance à ralentir la reprise du transit intestinal, pour qu'on puisse rapidement les remobiliser, les renourrir, faire en sorte qu'ils retrouvent de l'autonomie le plus rapidement possible après la chirurgie. Et pour ça, on a aussi besoin de toutes les équipes de nutritionnistes, d'anesthésistes, de coachs sportifs qui nous permettent effectivement de construire ces programmes autour de la cystectomie. On peut passer à la diapo suivante. Vous voyez que la cystectomie en France, c'est 3500 procédures par an. Et qu'il y a deux façons de faire, vous voyez, dans les cystectomies. Soit on fait une cystectomie où on reconstruit une vessie avec ce qu'on appelle une néovessie, on va y revenir un petit peu plus tard. Soit on fait une cystectomie où on ne reconstruit pas de nouvelles vessies et on va faire une stomie, une dérivation des urines à la peau. Vous voyez que dans 3 quarts des cas,
Les patients vont plutôt avoir une dérivation urinaire des urines à la peau plutôt qu'une néovessie, une reconstruction de la vessie. Alors, les principes de la cystectomie, très rapidement. Chez l'homme, on enlève la vessie et la prostate. Chez la femme, ce n'est pas du tout la même intervention. On enlève soit la vessie avec l'utérus, les ovaires et la paroi antérieure du vagin. Et aujourd'hui, de plus en plus, on se dit qu'on fait des chirurgies qui sont très agressives et pour lesquelles il n'y a peut-être pas besoin, dans certains cas, d'enlever l'utérus, les ovaires et une partie du vagin. Et donc, on va proposer de plus en plus des cystectomies seules, c'est-à-dire qu'on n'enlève que la vessie. On va préserver le vagin, l'utérus et les ovaires, si on le peut. Sur la diapo suivante, voilà, quand on a enlevé quelque chose, après il faut reconstruire, il faut remplacer. Et là, on a deux façons de faire. Chez l'homme comme chez la femme, on peut se dire qu'on va reconstituer une vessie avec un bout d'intestin. Donc on prend un bout d'intestin, on le découpe et on en fait une sphère. Et cette sphère va servir de nouvelle vessie et on va l'implanter en lieu et place de l'ancienne vessie. C'est ce qu'on appelle une néovessie ou une entérocystoplastie. Alors bien sûr, c'est pas magique parce que cette vessie, elle est faite d'intestin. Donc elle ne fonctionne pas du tout comme une vessie normale. Elle n'a pas la sensation de se remplir et le patient ne va pas avoir d'envie d'uriner. Donc il va falloir y associer toute une rééducation pour bien faire comprendre aux patients que cette néovessie, elle nécessite des adaptations, notamment son volume est limité, 200 ml, 250 parfois, ce qui veut dire que toutes les 2 heures, 2 heures et demie, il faut que le patient aille uriner, sans forcément avoir cette sensation d'avoir besoin d'uriner. La deuxième solution possible, c'est les dérivations qu'on appelle continentes internes. C'est par exemple le Miami ou le Mitrofanov. C'est plus rare, mais dans certains cas, on peut avoir une reconstruction de la vessie, comme je vous l'ai expliqué, sphérique avec un bout d'intestin. Et puis, pour des raisons anatomiques, on ne va pas pouvoir se réimplanter sur le canal urinaire, qui est l'urètre, par lequel on urine par les voies naturelles, parce que parfois la tumeur est très bas située sur la vessie et parfois même dans l'urètre. Et si on ne peut pas utiliser l'urètre, et qu'on est obligé d'enlever l'urètre en même temps que la vessie, dans ce cas-là, on va utiliser notre néovessie, mais on va utiliser un petit conduit d'intestin qui va amener à la peau et par lequel la patiente va pouvoir réaliser ce qu'on appelle des autosondages, c'est-à-dire avec une petite sonde très fine, aller rentrer la sonde par ce petit conduit digestif et aller vider la poche intestinale par autosondage. Autosondage, c'est-à-dire que c'est elle-même qui fait ces sondages régulièrement. Dans ce cas-là, la capacité est un petit peu supérieure. Souvent, c'est toutes les 4 heures pour faire les autosondages. Et puis, la dernière stratégie qui est la plus fréquemment utilisée, on l'a vu, c'est le fait de mettre les urines à la peau. Donc là, pour le coup, on ne reconstruit pas de nouvelle vessie. On va utiliser simplement un petit bout d'intestin pour amener les 2 tuyaux qui viennent du rein, les uretères, à la peau. Mais ce bout d'intestin, il n'a pas de valeur de réservoir. Il est là juste pour aider à conduire les urines à la peau. Et puis ensuite, les urines vont s'écouler dans une poche qu'on appelle une stomie, qui est collée sur la peau et qui va recueillir les urines de manière continue. Alors, on va revenir dans le choix qu'on peut faire de l'une ou l'autre des dérivations, mais globalement, sachez que de plus en plus, on fait des cystectomies par voie mini-invasive, par voie robot-assistée, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de grandes cicatrices, on fait des petits trous et on opère à l'aide d'un robot. Alors, l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'effectivement, c'est moins douloureux en post-opératoire puisqu'on n'a pas de grandes cicatrices. La récupération va se faire plus vite en termes d'autonomie. Les durées d'hospitalisation sont généralement plus courtes. Et puis, il y a également des études qui ont montré qu'on diminuait le nombre de complications quand on fait des chirurgies qui sont un petit peu moins lourdes par voie mini-invasive. Sur le plan du contrôle de la maladie cancéreuse, il n'y a pas de différence. Et sur les résultats fonctionnels, il n'y a pas non plus de différence, c'est-à-dire en termes de continence, par exemple. On ne fait pas mieux au robot qu'en chirurgie ouverte, on a à peu près les mêmes résultats. Et puis effectivement, le type de dérivation urinaire, globalement aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que plus on peut préserver d'organes et plus on peut reconstruire une vessie à l'intérieur, mieux c'est pour les patients en termes de qualité de vie. C'est pas forcément vrai parce que parfois, le fait d'avoir une néovessie peut avoir beaucoup d'impact en termes de qualité de vie, avec des fuites urinaires par exemple qui peuvent survenir, et ça peut être plus invalidant que d'avoir une poche à la peau. Donc c'est vraiment le choix du patient qui va primer. Mais effectivement, ce choix, il se discute entre les différentes options dont je viens de vous parler. Quand on le peut, on va quand même essayer de faire des néovessies, c'est-à-dire de reconstruire une vessie à l'intérieur. Alors, vous voyez qu'il y a quand même des conditions. Il ne faut pas qu'il y ait d'insuffisance rénale importante, il faut que les reins fonctionnent bien. Il ne faut pas qu'il y ait d'envahissement de l'urètre, puisque logiquement, on va rebrancher notre nouvelle vessie faite d'intestin sur le conduit urinaire, sur l'urètre. Il ne faut pas qu'il y ait d'altération des fonctions cognitives, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un patient
qui n'ait pas de problème de compréhension et qui va vraiment être assez compliant sur la capacité d'aller uriner toutes les 2 heures, qui va bien respecter les règles pour vraiment pouvoir avoir des résultats fonctionnels importants. Et puis, il ne faut pas non plus qu'il y ait eu de radiothérapie avant. Il y a des patients qui ont pu avoir de la radiothérapie pour d'autres cancers, du rectum ou de l'utérus. Et dans ce cas-là, on ne pourra pas proposer de faire cette reconstruction parce que la radiothérapie modifie les tissus et nous empêche effectivement ensuite de faire des reconstructions de néovessie. Donc là, effectivement, les 2 photos que vous voyez, c'est des opacifications, c'est-à-dire qu'on a gonflé la nouvelle vessie avec du produit de contraste et ça nous donne un aspect comparable à ce que donne une vessie normale. Même si le fonctionnement n'est pas le même, en tout cas, l'aspect anatomique ressemble beaucoup à une vessie normale. Sur la diapo d'après, c'est simplement pour vous montrer comment on enlève une vessie. Globalement, la vessie et la prostate sont retirées. Puis vous voyez en haut, le petit tuyau qui reste ouvert, c'est l'urètre en fait. C'est ce qui va nous permettre effectivement de se réimplanter dessus quand on fait une néovessie et si la tumeur n'est pas trop bas située. Et la diapo suivante vous montre effectivement les modes de dérivation possibles. Le briquaire, c'est la poche sur la peau. Donc vous voyez que les 2 tuyaux qui viennent du rein, les uretères, vont être abouchés dans un bout d'intestin et ce bout d'intestin est mis à la peau simplement pour que les urines puissent s'écouler à travers la peau dans une poche. On appelle souvent ça briquaire parce que c'est le nom du chirurgien qui a décrit ce mode de dérivation, mais c'est une stomie en fait, une poche. Et la diapo suivante vous montre le concept de la néovessie. Alors là, pour le coup, on prend un bout d'intestin un petit peu plus grand et puis on va faire ce qu'on appelle une détubulisation, c'est-à-dire qu'on va l'ouvrir en entier. Et puis ensuite, on va suturer bord à bord pour en faire une sphère, en fait. Et c'est cette sphère qui va servir de nouvelle vessie qu'on va réimplanter ensuite à l'urètre. Sur la diapo suivante, voilà, je vous parlais un tout petit peu des complications sans trop rentrer dans le détail, mais effectivement, c'est une chirurgie lourde et il y a des complications possibles. Dans les complications les plus fréquentes, vous pouvez avoir des problèmes de sexualité. Moins vous conservez d'organes, plus vous avez d'impact sur la sexualité. Bien sûr, si on enlève un bout de vagin chez une femme, on va avoir un impact sur la sexualité avec potentiellement des douleurs au moment des rapports sexuels. De la même manière, chez l'homme, quand on enlève la prostate, il y a les nerfs de l'érection qui sont de part et d'autre de la prostate et on va avoir aussi d'autres soucis en termes de sexualité. L'autre problème important, c'est l'incontinence urinaire. Alors l'incontinence urinaire, quand on a un briquaire, les urines vont dans la poche et donc c'est la stomie qui fait le travail. Quand on a une néovessie, on peut avoir des fuites urinaires parce qu'effectivement, il faut rééduquer le périnée, il va falloir renforcer les muscles du périnée et faire travailler sur la compliance et sur la capacité d'aller uriner toutes les 2 heures, 2 heures et demie. Et la manière d'uriner est également différente, c'est-à-dire qu'il faut bien expliquer au patient qu'il va falloir avoir une poussée abdominale pour mettre une hyperpression sur cette néovessie. Et c'est avec cet effort-là que la vessie va pouvoir se vider de façon satisfaisante. Malgré ça, il peut rester des fuites, notamment la nuit, même si la journée, généralement, les patientes récupèrent une continence correcte. Et puis chez les femmes plus spécifiquement, parfois, le fait de pousser n'est pas suffisant et il peut y avoir des rétentions d'urine. Et dans ce cas-là, on va devoir leur apprendre à faire des autosondages, c'est-à-dire à passer une petite sonde par l'urètre, cette fois-ci, par le conduit naturel, pour pouvoir vidanger correctement la néovessie si elles ne peuvent pas le faire simplement par poussée abdominale. Donc on pourra rediscuter des complications en fonction des différentes remontées dans les discussions, mais vous voyez que le suivi après cystectomie, c'est vraiment un suivi qui est très très important parce que il faut être sûr en cas de stomie qu'il n'y ait pas de problème d'appareillage de la stomie. Si la patiente a une néovessie, il faut être sûr que la rééducation périnéale se passe bien et que la continence récupère. S'il y a un problème de rétention, il va falloir apprendre à faire des autosondages. S'il y a des problèmes de sexualité, il va falloir aussi apporter des solutions. Et puis, on va suivre la maladie, bien sûr, qui peut toujours récidiver, même si on a fait la chirurgie dans des meilleures conditions et avec une chimiothérapie avant. On va surveiller que la maladie ne réapparaisse pas avec des scanners tous les 6 mois. Voilà, puis effectivement, l'impact sur la sexualité, il est majeur et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on réfléchit de plus en plus en stratégie de préservation d'organes et qu'on enlève, si possible, que la vessie pour éviter d'avoir effectivement des douleurs lors des rapports sexuels, des problèmes d'orgasme, parce que l'orgasme, c'est le clitoris qui est très très près de l'urètre et donc là aussi, il faut que la dissection soit faite de manière très fine pour pouvoir garder ce plaisir-là.
on voit que globalement, on a plus de la moitié des patientes opérées qui nous disent que la satisfaction sexuelle globale s'est dégradée après l'intervention et 26% d'entre elles ont complètement arrêté d'avoir des relations sexuelles après l'intervention alors qu'elles avaient une sexualité normale avant. Donc c'est très important de bien évaluer la sexualité avant et après, parce que s'il y a un impact important, on a des solutions potentielles qu'on peut apporter dans ces cas-là. Et c'est la diapo d'après. On a non, ça c'est pour les techniques de préservation sexuelle, effectivement, pour vous dire que dès qu'on peut, on le fait, mais malheureusement, parfois la tumeur ne nous permet pas de le faire. Il faut que la tumeur soit bien localisée, pas trop près de l'urètre, pas trop grosse, et auquel cas on va pouvoir préserver les tumeurs, hein, mais la vessie. Mais c'est pas malheureusement toujours le cas, et donc effectivement, parfois, pour des raisons carcinologiques, pour pouvoir bien contrôler la maladie, on va devoir passer un petit peu plus au large. Et effectivement, la gestion post-opératoire des séquelles sexuelles, simplement pour vous dire que c'est pas une fatalité, qu'il existe des dilatateurs au niveau du vagin, des lubrifiants vaginaux, des crèmes vaginales. La kinésithérapie aide beaucoup. On a même un laser qui permet effectivement sur des vagins parfois un petit peu rétractiles de pouvoir récupérer en capacité vaginale. On a le suivi sexologique qui est très important et qui est systématique chez nous parce qu'on essaye effectivement de faire en sorte que les patients puissent être évalués correctement et puissent faire remonter ces problèmes sexologiques après l'intervention. Voilà, et puis la dernière diapo, c'était quand même pour souligner le fait que oui, il y a des inégalités de genre, hein. Les femmes et les hommes ne sont pas pris en charge de la même manière. Pourquoi? Parce que on a un biais genré. Les femmes sont moins concernées par les tumeurs de vessie, et puis les urologues sont majoritairement des hommes aussi. Et donc effectivement, se préoccuper des problèmes de femmes, ça a longtemps pas été une priorité. Aujourd'hui, on voit bien que ça devient un point très important parce que les maladies sont souvent plus avancées au diagnostic, parce qu'effectivement, les cystectomies sont moins souvent réalisées, surtout les néovessies sont moins souvent proposées aux femmes qu'aux hommes. Donc, il y a un biais genré, notamment dans l'évaluation de la sexualité. Et puis, même sur les traitements systémiques, Mathilde vous a parlé tout à l'heure de la chimiothérapie, eh bien, on voit que l'efficacité et surtout les effets secondaires des traitements peuvent être différents chez les femmes par rapport aux hommes. Mathilde, tu veux peut-être compléter un petit peu par rapport à ça? Tu as ton micro coupé. Oui, désolée. Donc effectivement, hein, on voit dans les données de la littérature que donc il y a peu de données quand même dans les articles qui sont publiés, mais quand même ce qui ressort, c'est que la chimiothérapie néoadjuvante est souvent moins réalisée chez les femmes que chez les hommes, avec dans une étude publiée qui montrait qu'il y avait que 13%, 12,9% de chimiothérapie néoadjuvante réalisée versus 19% chez les hommes. Et donc ça, c'est quand même important quand on sait que la chimiothérapie néoadjuvante a un vrai impact sur le pronostic derrière et sur le contrôle de la maladie et l'objectif de rémission complète. Pourquoi? Peut-être parce que déjà, c'est une population un peu plus âgée, un peu plus fragilisée, et qui donc sera moins apte à pouvoir bénéficier de ce traitement néoadjuvant, avec une maladie qui peut être un petit peu plus évoluée, un petit peu plus agressive. Et puis, ça va être des patientes qui, finalement, ce qui ressort également, c'est qu'ils vont avoir plus d'effets secondaires liés au traitement, que ce soit pour la chimiothérapie néoadjuvante ou pour l'immunothérapie. Là encore, on a peu de données, mais concernant les effets secondaires liés à la chimiothérapie, il y a plusieurs pistes. Quand on calcule les doses de chimiothérapie, en fait, on les calcule sur un rapport poids-taille, mais il peut y avoir aussi d'autres différences en termes d'absorption, de métabolisme et d'élimination, et qui ne sont pas forcément liées uniquement à ce rapport poids-taille. Il peut y avoir d'autres facteurs qui sont pris en compte pour la tolérance de ces traitements. Peut-être que l'impact hormonal qui est différent chez les hommes et chez les femmes peut avoir un impact dans l'efficacité et les effets secondaires liés à ce traitement. Également, un point important, c'est la sarcopénie, comme on en a parlé tout à l'heure. La sarcopénie, donc c'est la fonte musculaire et cette masse musculaire. Et on sait que la sarcopénie, elle a un impact en termes de tolérance et d'efficacité de la chimiothérapie, et que cette sarcopénie est souvent plus importante chez les femmes que chez les hommes, et donc peut expliquer aussi des effets secondaires plus importants. Concernant l'immunothérapie, peu de données également. Une piste, c'est que c'est pas tout à fait les mêmes
tumeurs, en fait, chez les hommes, chez les femmes. Il y a plus de tumeurs de type histologique plus rares, des tumeurs un petit peu différentes. On regarde également aussi les mutations au niveau des gènes de la tumeur et c'est ce qu'on appelle les TMB. Et lorsqu'il y a beaucoup de mutations des gènes au niveau des tumeurs, il y a un peu plus d'implication, en fait, d'inactivation du système immunitaire et donc un peu plus de réponse probablement à l'immunothérapie. Et chez les femmes, en fait, il y a une différence, il y a un peu moins ce statut TMB par rapport aux hommes et donc probablement une différence en termes de réponse à l'immunothérapie. Donc effectivement, il y a très peu de données sur les bénéfices et ces différences hommes-femmes dans les différentes études qui ont pu être publiées. Mais on a quand même quelques données qui méritent d'être creusées parce qu'on observe, quand on regarde les analyses un peu plus en profondeur, des différences entre ces deux populations hommes-femmes. Merci beaucoup, docteur. Restez avec nous. Nous allons faire une petite pause. Et on revient finalement, on va revenir dans 3 minutes parce qu'on est un peu en retard avec des témoignages de 3 patientes. Donc, ces 3 patientes ont les différentes dérivations urinaires que le docteur Pignot nous a expliqué tout à l'heure. Et donc, nous allons écouter comment elles vivent avec leurs dérivations urinaires. À tout de suite dans 3 minutes. Nous voilà de retour après la petite pause. Je suis ce soir avec Sarah, membre de l'association Cancer Vessie France, qui est venue pour témoigner. Merci beaucoup d'être venue, Sarah. Merci à toi, Laurie. Sarah est patiente et elle va nous parler un petit peu de son vécu avec la dérivation urinaire qu'elle a choisie. Déjà, Sarah, ça fait combien de temps que vous avez eu Donc, j'ai eu le diagnostic il y a 7 ans, un cancer haut grade infiltrant le muscle. Et les symptômes, comme on a vu tout à l'heure, du sang dans les urines. Et pour moi, c'était aussi un besoin fréquent d'aller uriner. Donc, j'ai peut-être laissé passer un peu trop de temps, comme les femmes peuvent le faire, parce qu'on confond avec les règles. Donc, voilà, tout a été très rapide à partir du moment où je suis allée voir mon médecin généraliste. ECBU, échographie, scanner. Donc, et puis, la suite, c'était ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait. D'accord. Donc, on vous a proposé quelle dérivation urinaire? Est-ce que alors, ça s'est passé j'avais ce choix? C'était pas facile parce que, en fait, on apprend qu'on a un cancer de la vessie. Et puis, on essaie de tout comprendre. Il y a beaucoup de termes techniques, c'est pas évident. Et puis, la question se pose, et le type de dérivation. Après, on parle de néovessie, Bricker, stomie, il y a tous ces mots-là. Pour moi, il y avait 2 choix. C'était le Bricker, donc avec la poche externe, ou la poche continente, donc poche interne. Et on a discuté, mon mari, le chirurgien, longuement. Et on a opté finalement parce que j'avais 45 ans à l'époque, pour la poche continente. D'accord. Par autosondage. Et comment ça se passe au quotidien pour gérer la poche continente et les autosondages? C'est toutes les 2 heures qu'il faut se sonder? Moi, c'est toutes les 2 heures. Je le fais toutes les 2 heures. Et c'est très facile. Une fois qu'on a vraiment appris comment utiliser le cathéter qu'on utilise, au début, c'est pas facile parce qu'on ne voit pas où on met exactement notre cathéter. Donc, on a du mal à prendre la main un peu. Après, ça va très bien. La nuit, je peux me lever toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. J'avais pas envie. Mon sommeil était très, très important. Donc, on a trouvé un système d'avoir une poche de 2 litres. 2 litres, 2 litres, 2 litres. 2 litres, 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 2 litres,
à côté. Donc, je me faisais un petit sorte de pansement pour être relié à une poche de 2 litres pour la nuit pour pouvoir bien dormir. Donc ça marchait très bien. Et puis pour le matériel médical, le quotidien, tout est livré une fois par mois. J'ai un fournisseur qui vient avec les sondes, les poches de nuit, tout ce qu'il y a pour le quotidien. D'accord. Et aujourd'hui, donc plusieurs années après ce traitement, est-ce que vous avez ressenti un retour à la normale dans votre vie? Est-ce que vous avez repris toutes vos activités habituelles? Alors, plus ou moins, oui. Donc, le travail, j'avais changé un petit peu. Le travail, j'avais changé vraiment de domaine parce que j'avais besoin d'avoir quelque chose de plus pratique, facile avec la gestion de l'autosondage. Et sinon, moi, j'ai toujours été assez sportive. Donc, tout ce que je faisais avant, je fais encore. Donc, si c'est le vélo, le tennis et tout ça, ça faisait partie aussi du choix de la dérivation. C'était de savoir, moi, je suis active, donc avoir une poche externe, ça ne me convenait pas. Finalement, le quotidien, c'est ce que je vis maintenant, c'est vraiment ce que je faisais avant, plus ou moins. 98% des choses, je fais comme avant. D'accord. Ce qui est très bien. Donc, ce que je retiens, c'est que c'est vraiment la discussion en fait avec l'urologue et en famille qui a permis d'arriver à ce choix qui était personnalisé finalement en fonction de votre mode de vie. J'ai eu un urologue en or parce qu'il a passé quand même 45 minutes avec mon mari et moi la veille de l'intervention. Et donc, c'était, comme on avait vu tout à l'heure avec Dr Pignot et Dr Guérin, c'est l'ablation de la vessie, mais c'est utérus, ovaire et tout ça. Rien n'était très clair. Donc, il a passé 45 minutes avec nous en essayant de me comprendre, de comprendre mon style de vie pour savoir le lendemain matin ce qu'il allait faire, briqueur, poche externe ou poche continente. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette discussion. D'accord. Oui. C'est très important, la discussion. Oui, la discussion, la communication, et c'est vraiment très, très important à tous les niveaux. À tous les niveaux. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi, Laurie. Nous allons maintenant écouter Delphine, si elle est avec nous. Bonsoir, Delphine. Bonsoir, désolée, on n'a pas l'habitude. Merci. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Donc, Delphine, parlez-nous un petit peu de votre traitement. Ça fait combien d'années maintenant que vous avez eu une cystectomie? Ça fait 4 ans, donc en décembre 2020. Et j'ai un parcours un petit peu compliqué puisque tout de suite après la cystectomie et la néovessie, quasiment tout de suite après, j'ai eu des fistules vésico-vaginales. C'était une des complications, on a vu, possible de la néovessie. Ouais. Exactement, et qui ont été assez coriaces. Et il a fallu 2 ans et 5 chirurgies supplémentaires pour pouvoir en arriver à bout. Donc, j'utilise pleinement ma néovessie depuis 2 ans. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes satisfaite de son fonctionnement? Bah oui, aujourd'hui ça va. Alors, c'est pas parfait non plus, on va pas se voiler la face. J'ai quand même une capacité aujourd'hui de 350, ce qui me permet quand même un confort plutôt pas mal. Après, tout dépend du moment de la journée. C'est vrai qu'1 heure, 1 heure et demie après les repas, je bois pas mal, donc je peux être embêtée dans les 2 heures qui passent le repas. Là, ça va être des mictions assez fréquentes. J'ai des fuites quand ma néovessie est pleine et que je tarde à aller la vider. Donc là, ça fuit, forcément. Mais sinon, j'ai repris une vie normale. Je refais du sport, je voyage. Voilà, mais il faut que je m'assure qu'il y ait des toilettes dans le coin, quand même. Ça, c'est vraiment devenu la question première quand je sors. Est-ce qu'il y a des toilettes? Voilà, c'est important.
On pense plus qu'à ça en fait. D'accord. Et Delphine, qu'est-ce qui vous a aidé à faire ce choix de chirurgie, si vous avez eu un choix? Alors, au départ, le chirurgien m'avait proposé le Mitrofanov parce qu'on pensait que l'urètre était atteinte. Et il se trouve que non, j'ai eu la bonne surprise au réveil d'avoir l'annonce d'une néovessie, en m'expliquant qu'au final, il n'y avait pas d'atteinte au niveau de l'urètre. On nous explique aussi quand même qu'ils vont prélever 3 ganglions qui vont analyser tout de suite pour voir s'il n'y a pas une atteinte aussi un peu plus que ce qu'ils avaient prévu. Et auquel cas, selon le nombre de ganglions, ce serait Bricaire. Si c'était plusieurs ganglions aussi, on refermait, on faisait chimio, parce que je n'ai pas eu de chimio avant ni de chimio après. Donc c'était un petit peu la surprise au réveil, un peu tout ça, savoir à quelle sauce on allait être mangé. Et donc, au final, non, réveil, néovessie, mais bon, avec ces petits passages de fistule qui a un petit peu retardé les choses. D'accord. Donc, juste en quelques mots pour terminer, Delphine, à 4 ans de la chirurgie, quel est l'impact de ce traitement et cette dérivation urinaire sur votre quotidien? Je dirais que l'impact, après, on parle beaucoup du corps, mais il y a aussi la tête qui joue beaucoup. C'est vrai que le cancer de la vessie, c'est un peu la double peine. On a le diagnostic d'un cancer et après, on nous dit qu'il va falloir vivre sans vessie avec tout ce qui va avec. Et psychologiquement, c'est vrai que c'est pas facile. Surtout que l'entourage, on ne change pas quand on n'a pas de chimio et qu'on a une néovessie, on est exactement pareil aux yeux de tout le monde, sauf que nous, dans la tête et tout ça, c'est quand même un gros choc. S'habituer à vivre avec une néovessie, s'habituer à vivre avec le diagnostic d'un cancer, c'est pas toujours facile. Donc, je dirais à 90%, j'ai repris ma vie normale. Après, dans l'intimité, c'est aussi compliqué. Il faut en avoir envie. Au-delà du physique qui suit, c'est aussi dans la tête. Il faut être disposé à reprendre une activité sexuelle quand on est pleine d'angoisse sur l'avenir, sur est-ce que je vais avoir mal, est-ce que mon mari il va sentir les mêmes choses qu'avant, est-ce que je vais avoir des fuites pendant l'acte. Enfin, il y a tout ça qui se met en place et qui bloque aussi psychologiquement. On est crispé, quoi. Et ça, c'est difficile. On ne nous prépare pas trop à ça quand on sort de l'hôpital. On se débrouille un petit peu avec nos angoisses. Mais bon, on y arrive. On est quand même bien suivis. Vous auriez voulu être plus entourée pour tout ce qui était autour de la reprise de la vie intime, Delphine? Oui, c'est vrai que c'est important aussi. Et on est un petit peu lâché comme ça dans la nature. Au bout d'un mois et demi, 2 mois d'arrêt de travail après la cystectomie, on nous dit alors reprenez une vie normale, retravaillez, ayez une vie sexuelle épanouie, mais on est là, on comprend déjà pas ce qui nous est arrivé, c'est compliqué, il faut quand même un bon suivi psychologique derrière. Il m'a fallu une bonne thérapie et quelques médicaments pour revenir à bout quand même. Voilà, pour mon parcours. D'accord. Merci beaucoup, Delphine. Mais de rien. Nous avions une 3e patiente, c'est Cathy, qui a une briqueur, mais je crois qu'elle a eu un petit souci d'Internet. Cathy n'est pas avec nous, sauf si elle a pu revenir entre-temps. Donc, on va voir s'il y a des questions d'audience. Alors, nous avons quelques questions. Alors, qui sera peut-être pour le docteur Pignot. Question, qu'est-ce qui définit exactement une maladie localisée dans le cas de tumeurs infiltrantes? Alors effectivement, quand on parle de maladie localisée, ça veut dire qu'on a fait un scanner du thorax et de l'abdomen et on va vérifier s'il n'y a pas d'atteinte des ganglions et d'atteinte, c'est-à-dire de métastases ailleurs dans les organes que sont par exemple le poumon ou le foie. Si le scanner montre des ganglions qui sont augmentés de taille, on peut suspecter effectivement une extension de la maladie et des cellules cancéreuses dans les ganglions. Dans ce cas-là, on parle plutôt de maladie localement avancée. Et si on a effectivement des taches qui apparaissent dans les poumons ou dans le foie, il peut s'agir de métastases et dans ce cas-là, on parle de maladie métastatique.
Donc, la question numéro 4 pour le docteur Guérin. À quel moment dans le parcours on doit voir un oncologue? Par exemple, si on a démarré avec une tumeur de vessie non infiltrant et que finalement il y a des nouveaux polypes avec des récidives. À quel moment on doit rencontrer un oncologue dans ce parcours? Et finalement, quand la tumeur reste localisée dans la vessie avec des polypes et qu'il n'y a pas d'infiltration du muscle, l'oncologue finalement n'aura pas tellement de part à jouer dans cette prise en charge, puisque ce sera essentiellement une prise en charge chirurgicale, soit par donc uniquement les résections de polypes et puis des instillations de différents types. Voir effectivement quand la maladie, quand les polypes reviennent malgré ces différentes instillations, dans certains cas, une indication à une cystectomie. Mais tant que ça n'infiltre pas le muscle, il n'y aura pas d'indication à une chimiothérapie parce que c'est vraiment l'infiltration du muscle qui fait que derrière, il y a un risque d'évolution, d'atteinte des ganglions ou d'évolution métastatique. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'il y a un intérêt à faire une chimiothérapie. Après, selon les établissements, selon les centres, les instillations qui sont faites dans le cadre d'une tumeur non infiltrante de vessie peuvent être réalisées en hôpital de jour médical. Et dans ce cadre-là, les patients peuvent être amenés à rencontrer un oncologue médical, mais ce sera plus comme un prestataire finalement pour la réalisation de ce type de gestes, mais qui peuvent être tout à fait faits de la même manière par un urologue. Donc c'est vraiment quand il y a une infiltration du muscle, et ça c'est décrit par l'anatomopathologie, quand on regarde au microscope, quand on a enlevé ces polypes au moment des résections de vessie, qui va faire dire si oui, il faut orienter vers un oncologue médical ou non, c'est pas nécessaire, et l'urologue peut tout à fait faire une prise en charge globale et adaptée. Merci. Est-ce qu'on peut revoir le début des questions? Parce que je pense que j'en ai manqué. Ah ben c'était les questions pour... voilà, pardon, je n'avais pas eu le temps de tout lire. D'accord. Une question sur le BCG qui est intéressante, effectivement. Oui, hein, c'est très intéressant. Voilà, de savoir si sur les tumeurs non infiltrantes, alors c'était la présentation d'Alexandra, mais je peux répondre. Effectivement, bien souvent, on vous parle du stade d'infiltration, c'est-à-dire tumeur non infiltrant le muscle ou infiltrant le muscle. Mais il y a aussi un autre élément qui est important, qui est le grade d'agressivité, c'est-à-dire quand on regarde une cellule au microscope, est-ce qu'elle a un fort potentiel agressif et auquel cas on dit que c'est du haut grade, ou est-ce qu'elle a un faible potentiel agressif, on dit que c'est du bas grade. Et donc sur des tumeurs non infiltrant le muscle, quand on est sur du haut grade, le traitement standard c'est effectivement le BCG. Quand on est sur du bas grade, le traitement standard c'est plutôt de la mitomycine, qui est un produit de chimiothérapie qu'on utilise dans la vessie, donc en instillation comme pour le BCG, mais qui marche spécifiquement sur le bas grade, pas sur le haut grade. Par contre, aujourd'hui, on a beaucoup d'autres produits de chimiothérapie qui sont en train d'être développés, puisqu'avant, malheureusement, on n'avait que le BCG pour les hauts grades, puis si les patients ne répondaient pas au BCG, on disait il faut enlever la vessie, ce qui était quand même un petit peu lourd. Aujourd'hui, on a d'autres stratégies thérapeutiques après BCG, et effectivement, on peut être amené à proposer d'autres molécules de chimiothérapie, de la gemcitabine, du docétaxel, de la mitomycine chauffée, qu'on fait également dans la vessie. Et on a même des petits dispositifs flottants de libération prolongée de gemcitabine, notamment, qui sont dans le cadre d'essais cliniques. Mais très probablement que le panel de traitement endovésicale va s'élargir dans les années à venir. Merci beaucoup pour ces réponses. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons changer de chapitre pour parler d'un autre parcours de traitement pour les cancers de la vessie infiltrant le muscle. Il s'agit de la thérapie trimodale. Et nous avons le docteur Constance Huck qui nous rejoint ce soir de Bordeaux pour nous parler de cette autre thérapie. Voilà.
Bonjour, traitement merci beaucoup pour trimodal. l'invitation. Vous parlez de ce traitement trimodal. Donc Constance Huck, je suis radiothérapeute à l'Institut Bergonié à Bordeaux. Et puis bon, effectivement, aujourd'hui, donc on m'a demandé de parler d'une autre alternative, disons, à la cystectomie dans le cadre des tumeurs infiltrant le muscle de la vessie. C'est ce qu'on appelle le traitement trimodal. Alors, le traitement trimodal, c'est pour surtout le fait, on dit trimodal parce qu'il y a l'intervention, il y a une intervention chirurgicale quand même dans la prise en charge par les urologues, et puis il y a aussi une intervention par la suite avec les oncologues et les radiothérapeutes dans un deuxième temps. Donc le traitement trimodal, c'est effectivement une alternative à la cystectomie. Maintenant, il n'est pas réservé, c'est pas possible pour tous les patients. C'est vrai qu'ils doivent répondre à certains critères. Donc c'est quand même des patients sélectionnés à qui on peut les proposer. Notamment, ça va être des patients qui ont une tumeur de stade localisé. Donc en général, ce qu'on stadifie nous en T2, T3 en fonction de la taille de la maladie dans la vessie et puis son invasion, et qui ne présente pas de métastase, comme le disait le docteur Pignot. On réalise un scanner pour vérifier qu'il n'y a pas de lésion à distance et qu'il n'y a pas d'atteinte non plus ganglionnaire. Et puis, c'est pour les patients qui, après discussion avec le chirurgien, la plupart du temps, voilà, se posent la question de si on peut préserver sa vessie. Et puis, souvent, on demande quand même que ce soit des patients qui soient rigoureux dans leur suivi après ce type de traitement. Et puis, ça concerne évidemment des patients qui sont aussi à un état général suffisant pour faire ce type de traitement par rayon et puis chimiothérapie. Les études ont montré que entre les deux traitements chez ces patients-là, entre la cystectomie et puis la radiothérapie avec la chimiothérapie, on avait des résultats qui étaient plutôt comparables en termes de contrôle local de la maladie dans la vessie et puis même en termes de survie. Le traitement trimodal, alors qu'est-ce que c'est? Excusez, c'est la diapo d'après. Le traitement trimodal, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une première étape qui consiste en une résection, donc là, ça fait appel à l'urologue, hein, une résection transurétrale de la vessie, alors qu'on fait une première fois pour poser le diagnostic, où là, on va vérifier justement s'il y a une infiltration du muscle. Donc là, on confirme qu'il y a une invasion du muscle, et dans ces cas-là, les patients en général sont vus par le chirurgien qui décide, qui propose une cystectomie et puis qui potentiellement aussi adresse à un radiothérapeute pour discuter d'un traitement qui permet de conserver la vessie. Et dans ces cas-là, si on décide de faire ce type de traitement, on a cette première étape dans le traitement trimodal qui consiste de nouveau à aller refaire un tour dans la vessie avec une nouvelle cystoscopie pour aller vérifier que tout a bien été enlevé et que la résection de la maladie est complète, ce qui améliore effectivement le risque, enfin la chance en tout cas de contrôler la maladie à distance. Donc c'est une procédure qui a très bien été expliquée déjà précédemment. Et puis la deuxième étape va consister en un traitement qui en fait va être fait en deux parties mais de façon concomitante ensemble. Donc une radiothérapie, donc on va utiliser en fait des rayons X, comme quand vous faites un scanner, en fait on utilise des rayons X. La seule chose c'est que nous, ces rayons X, on les utilise grâce à des machines plus performantes qu'on appelle des accélérateurs linéaires et qui produisent des rayons qui ont beaucoup plus d'énergie et qui vont être directement ciblés sur la vessie et éventuellement dans les alentours sur les ganglions qui sont directement en lien avec la vessie. Et puis, en même temps que le traitement de radiothérapie, on va ajouter un traitement par chimiothérapie qui, lui, en fait, va permettre de rendre les rayons plus sensibles lorsqu'ils vont venir interagir avec la maladie. Donc ça peut être différentes molécules en général qui sont discutées avec l'oncologue parce que du coup le patient va voir un oncologue et un radiothérapeute. Parfois on essaye de faire une consultation justement commune pour qu'on puisse discuter des différents traitements. Donc il peut y avoir différentes possibilités de molécules qui dépendent de l'état général du patient, qui va dépendre aussi de sa fonction, de la fonction rénale, s'il y aura un fonctionnement et un fonctionne bien, et puis si on peut effectivement mettre ce type de molécules, voilà, et puis les toxicités aussi qui sont liées à la chimiothérapie. Alors, en routine, comment ça se passe, la radiothérapie? Donc en général, on vous voit en consultation, le patient, on lui explique la radiothérapie dans son ensemble et comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez passer à la diapo d'après? Voilà. Donc
La radiothérapie, pour commencer, il y a une première étape où on va vous faire un scanner qui se déroule en général dans le service de radiothérapie. Et ce scanner va être réalisé pour vous mettre dans la position dans laquelle vous serez traité tout au long des séances de radiothérapie pour prendre des repères et on va faire des images au niveau du pelvis comme un vrai scanner, hein. Il n'y a pas d'injection ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste des images. Nous allons récupérer ces images et puis on va aller en quelque sorte dessiner l'ensemble de la vessie qu'on veut traiter, l'ensemble des zones qu'on veut traiter, et on va aller dessiner tous les organes qui sont autour, notamment les intestins. Chez la femme, il y a l'utérus, le vagin. On va dessiner aussi le rectum qui est derrière. Et puis, une fois que tout ça est fait, on va demander à nos physiciens de faire la conformation des faisceaux pour envoyer les rayons, de sorte à ce que tout se concentre au niveau de l'organe qu'on veut traiter et qu'on protège un maximum les organes qui sont autour. Une fois que tout ça est fait, on va calibrer les machines pour que, au moment où on fait la séance, elles aient tout enregistré dans leur système. On va faire bien sûr toutes les pratiques de sécurité derrière, et puis on peut commencer. Alors, dans le schéma de traitement des cancers de la vessie, en général, on fait une vingtaine de séances. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait une séance par jour. Une séance, ça dure une vingtaine de minutes. C'est-à-dire que c'est le temps où vous montez sur la table, qu'on regarde le positionnement et qu'on vous traite, puis après vous redescendez. Donc ça, c'est tous les jours comme ça. C'est une fois par jour, 5 jours par semaine. On ne traite pas le week-end. Donc ça fait environ 4 semaines de traitement. Les chimiothérapies, selon les modalités, disons, d'administration, elles peuvent être faites au début de chaque semaine de traitement. Normalement, une fois, ça ne se fait pas tous les jours. On peut pas... Ouais, merci. Alors, comme tout traitement, la radiothérapie n'est pas dénuée d'effets secondaires. Donc, c'est un traitement qui se passe bien. Maintenant, c'est vrai qu'avec la quantité de rayons qu'on va mettre sur l'ensemble de la vessie, on peut quand même irriter la vessie en elle-même. Donc, ça provoque comme des symptômes un peu de cystite, c'est-à-dire, comme vous disiez déjà tout à l'heure, vous allez plus souvent aller uriner, vous vous levez peut-être plus souvent la nuit, ça peut brûler, plus lié à l'inflammation qu'une infection urinaire en elle-même. C'est vraiment l'inflammation notamment au niveau de l'urètre. Et puis, parfois, il y a certaines patientes aussi qui décrivent parfois un peu de saignement dans les urines, mais c'est toujours assez léger, qui est lié à des petits vaisseaux très superficiels de la vessie qui parfois sont un peu abîmés. Il peut y avoir aussi des troubles digestifs, notamment plutôt des accélérations du transit, comme des diarrhées qui sont liées au fait que les intestins sont posés sur la vessie, donc eux aussi sont un peu sensibilisés au traitement lorsqu'on fait les séances. Il peut y avoir une fatigue qui s'y associe, notamment il y a la chimiothérapie, et puis le fait que vous veniez tous les jours en traitement et qu'il y a une forme quand même d'inflammation qui s'installe aussi dans le corps, donc ça utilise un peu d'énergie. Concernant les femmes, lorsqu'on va faire le traitement, effectivement, on va être très près des organes génitaux, notamment le vagin, qui parfois dans sa partie supérieure va être irrité par le traitement. Ce qui, dans ces cas-là, peut provoquer une sécheresse vaginale ou alors des écoulements, puis parfois une irritation qui fait que, notamment lors de rapports sexuels, peut être assez gênant et douloureux. Et puis, dans l'ensemble, étant donné l'inflammation qui est créée pendant le traitement, on peut avoir des douleurs aussi juste pelviennes, des organes aux alentours pendant les séances. Alors, normalement, au tout début, quand on commence les séances de radiothérapie, on ne sent rien, pas grand-chose en tout cas, on ne voit pas les rayons, on ne les sent pas et on descend de la table en se disant il ne s'est pas passé grand-chose. Et en général, c'est l'accumulation des séances, donc en général, c'est plutôt vers la fin du traitement que s'il y a des symptômes, ils apparaissent à ce moment-là. Une fois que la radiothérapie est finie, ces symptômes ne disparaissent pas d'un coup parce que l'inflammation est encore là et les rayons continuent à travailler. Donc en général, pendant une semaine, 10 jours, disons que c'est le niveau de toxicité que vous avez ressenti persiste. Et puis tranquillement, dans les semaines qui suivent, les organes vont cicatriser, que ce soit la vessie, que ce soit le vagin, les intestins, et les symptômes vont réduire progressivement. Maintenant, ces organes se souviennent de ce traitement. Ils ont une forme de cicatrice de la radiothérapie, donc il se peut aussi qu'il y ait des effets plus tardifs. Et quand je dis tardif, ça peut être dans plusieurs mois, ça peut être même dans les années qui suivent, qui persistent
notamment au niveau de la vessie, ce qu'on appelle en fait la cystite radique. Donc la cystite liée à la radiothérapie, ce qui est comme la cystite aiguë, mais en fait qui persiste dans le temps. Donc on continue à avoir des envies d'uriner fréquentes le jour, la nuit, d'avoir des brûlures et voir un peu de sang aussi dans les urines. Ce qui peut entraîner à côté de ça une dysfonction du muscle vésical aussi, parfois dans certains cas, qui persiste malgré la rééducation et malgré éventuellement la prise de médicaments anticholinergiques. De la même façon, un organe qui est très proche, c'est le rectum qui est aussi juste derrière. Lui aussi, il a senti la radiothérapie et parfois, il a un peu plus de mal à cicatriser. Donc, il peut arriver qu'il y ait quelques saignements dans les selles qui persistent ou alors, effectivement, un transit qui a du mal à se remettre en route. Souvent, on fait appel à un gastro-entérologue aussi pour qu'il aille voir un petit peu au niveau du rectum, éventuellement cautériser les vaisseaux qui ont du mal à cicatriser. D'un point de vue gynécologique, chez les patientes, du coup, en général, ce qui peut aussi se passer, c'est que le vagin, comme je vous disais, qui a quand même subi un peu aussi le rayonnement de la vessie, peut parfois avoir du mal lui-même à cicatriser et à récupérer son fonctionnement initial. Donc parfois, en fait, il va se resserrer parce qu'il va se reconstruire et il va cicatriser autour. Et donc, il peut se resserrer, ce qu'on appelle la sténose vaginale ou alors la fibrose vaginale, qui existe dans 10 à 20% des cas et pour lesquels, en général, il faut derrière mettre en place, assez rapidement d'ailleurs, assez après la radiothérapie, de systèmes de dilatation, dilatateurs qu'on utilise à des tailles différentes pour essayer de réélargir, parce que c'est élastique, hein, essayer de réélargir le vagin, utiliser des lubrifiants aussi en cas de sécheresse vaginale et faire éventuellement aussi de la rééducation pelvienne qu'on peut faire aussi après le rayonnement pour récupérer une restructuration, un bon maintien de la structure pelvienne et musculaire au niveau du vagin et au niveau de la vessie, au niveau des sphincters. Qu'est-ce qui se passe après le traitement? Donc, c'est les patientes qui décident, disons, de choisir ce traitement trimodal. Comme après la cystectomie, finalement, il y a un suivi extrêmement rigoureux à faire. Et notamment, c'est un suivi qui se fera de façon pluridisciplinaire entre l'urologue, le radiothérapeute et l'oncologue. Donc, ce suivi, à quoi il sert? Il va servir à détecter précocement s'il y a une récidive de la maladie locale ou même ganglionnaire ou même à distance. Ça sert aussi également à identifier tous les effets secondaires tardifs dont j'ai parlé précédemment pour essayer de mettre en place des systèmes ou alors des traitements pour essayer de pallier ces effets secondaires. Et puis s'assurer que la vessie aussi a repris un fonctionnement normal après le traitement trimodal. Donc en général, il s'agit de consultations cliniques qui sont très régulières, avec notamment la réalisation de cystoscopies tous les 3 mois, en tout cas la première année, la deuxième année souvent, et puis si tout va bien, on commence à espacer à tous les 6 mois. On va analyser aussi régulièrement les urines, et puis on va régulièrement faire des imageries, notamment par scanner ou IRM, au début tous les 6 mois, pour être sûr qu'il n'y a pas d'extension, que la maladie ne soit pas partie ailleurs entre-temps. Il faut savoir, alors le chiffre paraît un peu inquiétant, mais selon les études, il y avait entre 20 à 30% des patients qui pouvaient nécessiter une cystectomie de rattrapage. C'est-à-dire qu'après notre traitement, il y a 2 choses. Il y a la possibilité que la maladie, elle revienne, car c'est toujours possible et c'est pour ça qu'on fait une surveillance accrue et régulière aussi pour être sûr de la détecter précocement. Et puis, il y a le fait, comme j'ai dit précédemment, que parfois certains patients avec une sensibilité plus accrue à la radiothérapie et une vessie qui, après le traitement, ne fonctionne plus très bien, effectivement, ou alors maintiennent cette cystite radique qui est quand même gênante au quotidien et gênante en termes de qualité de vie et qui, du coup, dans ces 2 cas-là, peuvent nécessiter une cystectomie de rattrapage. Donc, c'est un traitement qui est du coup complètement faisable et qui, même après avoir eu une radiothérapie ou une chimiothérapie, c'est un traitement qui ne rajoute, en tout cas aux alentours autour de l'opération, pas plus de complications parce que vous avez eu un traitement par radiothérapie ou chimiothérapie. Donc, en fait, je suis désolée, je vais juste passer le message, c'est que
C'est important que ça. On discute hein, du dossier des patients comme on avait dit au début, hein, dans les concertations pluridisciplinaires où il y a l'urologue, il y a l'oncologue, le radiologue et le radiothérapeute. Et donc c'est important de bien pouvoir proposer aux patients toutes les solutions et les alternatives qui existent. En tout cas, il faut savoir que il y a la cystectomie, mais à côté, pour certains patients bien sélectionnés, il y a aussi un traitement qui permet de préserver l'organe en question. Donc ça joue aussi énormément sur la qualité de vie. Donc c'est important de faire passer ce message que les patients peuvent aussi discuter avec un radiothérapeute et un oncologue sur voilà, les bénéfices, les avantages, hein, les inconvénients de chaque technique, et puis qu'ils puissent du coup faire mieux son choix une fois qu'il est mieux informé. On vous rejoint totalement, hein. La discussion avec les professionnels de la santé, c'est primordial. Justement, nous avons Jocelyne ce soir avec nous qui est venue témoigner sur le traitement de thérapie trimodale. Jocelyne, merci beaucoup d'être là. Bonjour, merci à vous. Est-ce que vous avez eu beaucoup de discussions avec votre équipe médicale avant de partir pour une thérapie trimodale? Comment ça s'est passé pour Alors, vous? je dirais avec mon second urologue, oui. Faut savoir que j'ai été suivie par 2 urologues. Le premier qui a découvert mon cancer en août 2023, donc cancer infiltrant au grade. Il m'a envoyé donc voir l'oncologue. J'ai fait de la chimiothérapie, la MVAC, ce qu'on appelle. Suite à cette chimiothérapie, je devais me faire tout enlever, donc la vessie, les ovaires, l'utérus, la partie intérieure du vagin, etc. Et mon dossier est parti dans les mains d'un autre urologue. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai toujours pas les réponses à mes questions, mais bon, c'est pas grave. Ce second urologue m'a reçu 2 fois, puisque c'était lui qui prenait mon dossier en charge pour m'opérer. Je suis rentrée donc la veille de l'intervention à l'hôpital, mais j'étais dans un tel état, encore aujourd'hui. Vous n'aviez pas accepté... Non, j'arrivais pas. Et donc, il est venu me voir et on a beaucoup parlé. Donc, il m'a proposé, au lieu de m'opérer le lendemain, de me refaire une résection. Donc, j'ai dit oui. On a refait une résection. Et le résultat, par rapport à la première résection que j'avais, c'était lésion carcinome in vitus, au lieu de carcinome au grade infiltrant sur la première. Donc, je l'ai revu après, on a beaucoup parlé et il m'a proposé donc le second protocole, radiothérapie et à nouveau de la chimio avec de la cisplatine, et j'ai fait 33 rayons. Au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà fait 2 scanners thoraco-abdominopelviens. Tout va bien. Je croise les doigts. Je n'ai pas de récidive, je n'ai pas de métastase. J'ai fait une cystoscopie au mois de septembre, il me semble. Les rayons cicatrisent bien et je n'ai pas de récidive pour l'instant. Donc là, je fais un scanner tous les 3 mois. Je vois l'oncologue tous les 3 mois et je fais une cystoscopie pour l'instant tous les 6 mois. D'accord. Merci beaucoup pour cette description du parcours. Je suis curieuse de savoir s'il y a quelques mois maintenant du traitement, est-ce que vous avez dû faire des adaptations dans votre vie quotidienne? Est-ce qu'il y a des changements La chimiothérapie MVAC a été catastrophe. J'ai eu tous les symptômes, j'ai eu tous les effets. Les aftes, perte de poids, perte de mes cheveux, je ne savais plus manger, je ne savais même plus boire sur la fin, tellement le goût dans la bouche était détestable, très fatiguée. J'ai été hospitalisée d'ailleurs en urgence. Pour les rayons, je n'ai pas eu de brûlure.
Le seul gros inconvénient que j'ai encore aujourd'hui avec les rayons, c'est les diarrhées. Ça, c'est la catastrophe. Donc aujourd'hui, ce qui me gêne le plus, c'est quand je vais quelque part, c'est un petit peu comme l'autre patiente, je vérifie qu'il y a toujours des toilettes. Parce que je peux être tranquille 2-3 jours et ça peut redémarrer. Alors, je ne sais pas si c'est la nourriture, parce que j'ai encore beaucoup de mal au niveau alimentaire. Mais ouais, c'est ça surtout, quoi. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous décririez un impact sur votre sommeil, sur l'état mental encore c'est compliqué à gérer? Je dirais que quand on m'a diagnostiqué le cancer, donc en août 2023, je n'ai pas versé une larme. Quand j'ai dû me faire raser la tête parce que je perdais mes cheveux par poignée, j'ai pas versé une larme non plus. J'ai été surtout très malade avec les MVAC, très fatiguée avec les rayons parce que j'allais quand même tous les jours sur Dunkerque. Ça me faisait 50 minutes de route, aller et 50 minutes de retour. Je pense que c'est aujourd'hui que j'ai le contre-coup. Aujourd'hui, je suis pas bien du tout. Mentalement. D'accord. J'ai beaucoup de soutien, ça c'est indéniable. J'ai beaucoup été écoutée par mes enfants parce qu'ils ont eu très peur quand, du coup, on m'a pas enlevé ma vessie, que le cancer reste là et que ça empire. Donc, ils ont été un petit peu en colère, on va dire, sur le fait que j'arrivais pas à accepter cette ablation. Mais ils m'ont soutenue dans mes décisions. Donc ça a été très, très bénéfique pour moi. Mais au jour d'aujourd'hui, oui, je dirais que c'est encore fort fatigué. Moralement, c'est très compliqué. D'accord. Ouais. Oui, tout comme Sarah, en fait, on comprend qu'il y a la discussion avec les professionnels de la santé, mais il y a aussi la discussion avec la famille qui est importante. Oui. Quand on traverse un cancer de la vessie, ce n'est pas seul. L'impact de la maladie est également sur les enfants, sur les conjoints, sur tout l'entourage. Gérer, en fait. Ouais. Oui, surtout que bon, j'ai deux grands-enfants. J'ai une fille de 39 ans et un fils de 33 ans. Mais ils ont perdu leur papa il y a 3 ans d'un cancer. Donc ça a été très compliqué pour eux. Et beaucoup de peur, en fait, aussi. Donc oui, c'est très important, la famille, les amis très proches. Le corps médical, enfin l'urologue qui me suit maintenant, c'est un urologue en or. Pareil, je suis super contente d'être tombée sur lui parce qu'il m'a écoutée, c'est quelqu'un d'humain, c'est pas qu'un médecin. Question vie intime, ça a été par contre très compliqué parce que les questions que j'avais besoin de poser, je les ai trouvées sur Internet parce que la sexualité, ils n'en parlent pas, enfin pas trop. Je ne savais pas qu'en enlevant un morceau de mon vagin, il me resterait plus qu'un petit morceau. Donc c'est toutes des questions malheureusement qu'on ne nous dit pas. Et c'est vrai que le protocole dans un cancer infiltrant, il cherche pas trop à savoir, c'est chimio-ablation. Et moi, ça a été le contraire. J'ai fait de la chimio, j'ai pas fait l'ablation, j'ai fait des rayons. Donc mon dossier est passé plusieurs fois en pluridiscipline. J'avais autant de chance en faisant le deuxième protocole qu'en enlevant ma vessie. Donc j'ai choisi pour l'instant de garder ma vessie et que vaille, on verra bien. Voilà. Donc la discussion sur les questions de la vie sexuelle, ça vous a aidé à faire votre choix finalement quand vous avez compris tous les paramètres en fonction de votre mode de vie. Parce que, ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas d'époux, mais ça n'empêche que j'ai un compagnon et le souci, c'est que, mon urologue ne parlait pas de la sexualité qui se serait passée après. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il m'a reçue avec mes enfants pour expliquer pourquoi je n'avais pas été opérée et le nouveau protocole qui me donnait.
Donc, mais c'est vrai que tout ce qui est partie intime, il faut voir avec d'autres patients, comme sur les uros, et nous poser les questions. Et ça, quand ils nous disent, OK, on enlève ça, 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 ils nous disent pas, par exemple, pour l'histoire du vagin, par rapport au plaisir de la femme, s'il touche l'urètre. Tout ça, c'est pas dit. C'est moi qui avais dû poser les questions. Donc, je trouve ça un peu dommage. Merci, Jocelyne, pour votre franchise et merci à vous de discuter de ce sujet intime. Nous allons voir s'il y a des questions de l'audience sur le sujet de la radiothérapie ou autre. Pourquoi n'y a-t-il pas de greffe de vessie? Je peux peut-être répondre, effectivement. Effectivement, ça serait plus simple si on pouvait faire une greffe de vessie. Alors malheureusement, ça ne marche pas, ça a été essayé. On a essayé avec du matériel en se disant que peut-être on pouvait reconstituer une vessie en plastique ou en silicone et la greffer. Malheureusement, l'urine est trop toxique et détruit tous les matériaux qu'on essaie de greffer. Donc il faut absolument utiliser une partie de corps humain. Et la partie de corps humain la plus simple à prélever, c'est l'intestin. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas prélever de l'intestin chez quelqu'un, enfin prélever une vessie chez quelqu'un et la regreffer chez un autre, comme on le fait par exemple pour les reins, où on peut effectivement prélever des reins chez des patients décédés et les greffer chez des patients qui sont d'insuffisance rénale. Là, malheureusement, la vessie, si elle est prélevée, elle est dévascularisée, c'est-à-dire qu'elle ne reçoit plus les vaisseaux qui lui permettent de vivre en dehors du corps dans lequel elle est initialement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits vaisseaux. Ce n'est pas une seule artère comme pour le rein qu'on peut réaboucher sur une artère d'un autre patient. C'est plein de petites artères qui vont être coupées et qu'on ne pourra pas réaboucher. Donc malheureusement, on ne peut pas greffer les vessies aujourd'hui. Merci. Un autre point que je me permettrais de compléter également, c'est quand on fait des greffes d'organes finalement d'un patient à un autre, ça nécessite des traitements immunosuppresseurs lourds et prolongés. Et puis ces traitements immunosuppresseurs, en fait, on sait que ça favorise le développement de cancer. Donc dans des indications de cancer, c'est quand même un petit peu plus compliqué de faire des greffes d'organes. Et j'en profite peut-être pour rebondir sur l'intervention de Jocelyne, qui est très importante parce que je pense qu'effectivement, ces questions de sexualité qui ne sont pas abordées avant l'intervention, c'est quelque chose sur lesquels il faut vraiment qu'on travaille en tant qu'urologue parce que malheureusement, si on n'en parle pas avant, vous n'avez pas tous les éléments qui vous permettent de faire le choix entre les différentes stratégies thérapeutiques. Donc il faut vraiment aborder ces très longues consultations avant cystectomie parce qu'on aborde toutes les séquelles possibles et normalement tous les pans qui vont de la continence à la sexualité pour vous aider et vous guider sur les prises de décision. Alors malheureusement, c'est vrai que c'est parfois difficile d'aborder la question de la sexualité. Les patients n'osent pas non plus poser la question et donc on reste sur un non-dit qui parfois bloque complètement pour avancer sur les décisions thérapeutiques. Je n'avais pas le choix, c'était la stomie. Je n'ai pas eu le choix de l'intervention. Il parlait seulement de stomie, oui. Avec tout ce que ça englobe. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de vous laisser un maximum de choix, que ce soit dans le type de dérivation urinaire ou dans le fait de faire une chirurgie ou un traitement trimodal. Parfois, on ne peut pas, mais quand on peut, il faut vraiment que vous ayez effectivement ces choix-là qui vous permettent effectivement de au moins avoir deux options, une peut-être un peu plus radicale et une un peu conservatrice. Et je pense que la discussion, effectivement, elle est très importante entre nous et puis avec vous aussi. Vous parliez aussi des patients ressources et ça, je pense que c'est super important. Vous avez dit, des fois, ça fait du bien d'appeler un autre patient et l'intérêt d'avoir une association comme Cancer Vessie France qui permet de fédérer un petit peu tout ça. Nous, on a des patients ressources et effectivement, on donne les coordonnées pour que les gens puissent s'appeler parce que parfois, en tant que médecin, on a oublié certains éléments, notamment la sexualité. Et entre patientes, on voit qu'elles abordent des points qu'elles n'auraient pas forcément abordés avec le médecin. C'est ça. Justement, la discussion entre pairs, oui, ça peut permettre de créer une nouvelle liste de questions pour la deuxième consultation avant la cystectomie, d'aborder les questions qui n'ont pas pu être abordées dans les premières consultations. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Je remercie vraiment toutes les intervenantes qui sont présentes ce soir.
Je remercie également Johnson & Johnson pour leur soutien institutionnel. On n'aurait pas pu faire le côté technique de ce webinaire sans leur soutien. Merci à toutes d'être restées jusqu'au bout du webinaire et merci pour vos précieuses contributions qui seront une aide pour les futures patientes qui pourront regarder la rediffusion de ce webinaire sur notre site web www.cancer-vessie.fr. Merci et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci.